Donc, écoutez, je commence, je lance le bal, je me présente Annie Camus, je suis donc directrice adjointe du Centre de recherche sur les innovations sociales, le CRISE, et c'est moi qui vais animer donc la rencontre d'aujourd'hui, qui est organisée donc par l'AXE. Alors, au sein du CRISE, nous avons 4 axes de recherche, et donc c'est un de nos axes, l'axe politique et pratique sociale, bien sûr en lien avec les innovations sociales, qui organise ce séminaire en collaboration avec le groupe alors là, il ne faut pas que je me trompe, groupe interuniversitaire et interdisciplinaire de recherche sur l'emploi, la pauvreté et la protection sociale. Pour moi, c'est le GIREPS. Donc, j'ai rarement l'occasion d'en donner le nom au long, d'où la lecture de mes notes, et l'Observatoire de l'action communautaire autonome. Donc, comme je viens de le faire en demandant donc, à Florence, qui est notre secrétaire de direction aux crises et sans qui, j'en profite pour la remercier, sans qui tout ça n'est pas possible. Donc, le webinaire va être enregistré pour une diffusion subséquente. L'enregistrement donc, du webinaire sera d'ailleurs disponible sur le site web du CRISE dans les prochaines semaines et sur celui aussi du GIREPS. Donc, on vise un 2 heures consacrées à ce séminaire. Dans une première partie, on va avoir la présentation en fait de 2 chapitres qui composent un ouvrage. Donc, on commencera par ces présentations-là à qui on va concéder, en fait, pour chacun des 2 chapitres, une vingtaine de minutes. Et ensuite, on a la chance d'avoir 3 discutantes avec nous pour ces chapitres-là qui ont accepté de se commettre. Donc, on aura ensuite la présentation d'une trentaine de minutes, après quoi on pourra ouvrir là, à des échanges avec vous, cher public. Donc, je ne prendrai pas beaucoup plus de temps vu que justement, on va essayer de consacrer le maximum de ce temps aux présentations. Et donc, je vais inviter d'emblée nos 2 premières présentatrices. Alors, je crois que c'est Ophélie, en fait, j'espère donc, qui va mener le bal, mais elle est aujourd'hui quand même avec Céline Métillier pour présenter donc un chapitre qui s'appelle « Observatoire de l'action communautaire autonome, documenter les impacts de la pandémie de COVID-19 sur les organismes ». Donc, Céline, alors pour vous les présenter un peu, pour celles et ceux qui ne les connaîtraient pas, Céline est détentrice d'une maîtrise en sciences politiques, agente de recherche au Réseau québécois d'action communautaire autonome depuis 2003. Et à ce titre, donc, elle collabore, entre autres, à beaucoup de recherches en lien, évidemment, avec les préoccupations du milieu communautaire. Elle est originaire d'Abitibi, Témiscamingue, et elle a été militante au sein de plusieurs organismes communautaires autonomes, entre autres à Rouyn-Noranda, pour la défense des droits des jeunes, des femmes, des chômeurs-chômeuses, des locataires, de l'environnement. On a quelqu'un qui a une feuille de route tout à fait honorable. À Montréal depuis 1990, donc elle est entre autres active au sein du comité logement de son quartier et du conseil d'administration du jardin communautaire près de chez elle. Et avec elle, pour présenter, donc, Ophélie Cousper, qui est agente de développement et chargée de la recherche au sein de la Table nationale des corporations de développement communautaire, donc la TNCDC, encore là pour les intimes, donc depuis près de 3 ans. Détient une maîtrise en développement régional de l'Université du Québec à Rimouski. Et en plus de ses expériences professionnelles et recherches dans le domaine social et communautaire, elle cumule plus de 15 ans d'expérience et d'engagement au sein d'organismes d'action communautaire et d'entreprises d'économie sociale à titre de militante ou encore en tant que membre de conseil d'administration. Donc, on ouvre le bal, vous l'aurez compris déjà, avec des personnes aux feuilles de route impressionnantes. Et donc, Ophélie, voilà. Alors, j'ai aussi informé les présentatrices et présentateurs que je leur ferai un petit signal quand il leur restera environ 2 minutes. Donc, pour ceux qui me voient, là, si vous voyez que je m'agite, j'envoie en fait un petit signal pour essayer effectivement qu'on garde le temps de façon à pouvoir avoir des échanges à la fin. Ophélie, oui. C'est à toi. Alors, merci. Alors, hop, ce ne sera pas long. Je vous partage. On fait un test. En fait, j'ai compris mon erreur tout à l'heure. C'est que c'est celui-là que je ne voyais pas. Et là, vous devriez voir mon écran. Non, on voit tes notes, malheureusement. Ah oui, ça y est, c'est bon. Oui, bon, c'est ça. C'est parti. Alors, oui, ben, je laisse pour commencer la parole à ma collègue Céline. Oui, ça va être moi qui vais débuter ça. Donc, on a, merci beaucoup. Puis, je salue les parents là, qui ont les enfants à la maison aujourd'hui. Là. Ça ne devait pas être prévu. Là. Fait que courage.
Donc, notre article, vous voyez, là, le titre était là tantôt dans la diapo précédente. Donc, c'est l'Observatoire de l'ACA, on documentait les impacts de la pandémie. C'est un article qui a été écrit depuis longtemps. Là. On l'a terminé en septembre et il y a eu beaucoup de travail et de contenu qui a été fait depuis ce temps-là. Donc, on a décidé de pas nécessairement résumer l'article, mais en profiter plutôt pour présenter l'Observatoire, ce qui fait son originalité, puis surtout quelques résultats de recherche. Donc, vous voyez à l'écran le plan de la présentation, c'est ce qui va se passer là, dans les 20 prochaines minutes. Donc, pour l'Observatoire, dès le début de la pandémie, on s'est dit qu'il fallait absolument documenter les impacts de la crise sur les groupes d'action communautaire autonome. Et avec la Table nationale des CDC et le RQAK, on a décidé d'initier au printemps un observatoire qui était un projet de recherche qui est un projet par et pour l'action communautaire autonome. On voulait vraiment nous donner un pas de recul comme préoccupation avec des données qui seraient générées. Les données générées, qu'elles soient utiles aux organismes. Donc, on voulait... cette recherche-là était vraiment une initiative de groupe, non pas d'équipe de recherche, mais vraiment de groupes d'action communautaire autonome, des groupes nationaux. Dans le par et pour, la coordination est assumée là, par la coordination de la recherche par un comité d'encadrement qui est composé de plusieurs regroupements d'action communautaire autonome, donc je n'aurai pas le temps de vous toutes les dire ici, là, mais vous pourrez le voir sur le site de l'Observatoire, et d'une chercheure qui est, comble de coïncidence, Annie Camus, notre chercheure au comité d'encadrement. Et on fait plusieurs allers-retours avec le mouvement, entre autres au début pour s'assurer que les thématiques à aborder en priorité soient vraiment les bonnes, pour valoriser aussi les résultats de recherche avant leur parution, donc avec des groupes de discussion exploratoires, des questionnaires, des assemblées virtuelles. Donc, c'est une façon de procéder. Et dans la collecte de données, je vais rapidement, on avait 3 types de collecte. Vous en voyez 2, là, le volet quantitatif avec un sondage avec l'IRIS et un volet qualitatif avec plusieurs groupes de discussion. Et on a comblé ça aussi avec des volets documentaires là, qui est surtout composé là, des consignes gouvernementales qui étaient destinées aux organismes communautaires et aussi des documents qui ont été produits par les regroupements nationaux. Je passe la parole à Ophélie. Merci, Céline. Alors, pour commencer, moi, je vous parle donc des résultats de la recherche, notamment en ce qui a trait aux impacts sur les organismes et leurs actions. Alors, un premier constat que les groupes ont fait, c'est qu'effectivement, ils ont été un peu laissés à eux-mêmes, seuls face au choc qu'a été la crise. En réalité, ils ont constamment dû s'adapter dans un contexte qui a toujours été assez incertain depuis le début de la crise et ça continue encore actuellement. Je cite, si vous me permettez, ça n'a jamais été clair, les directives. Est-ce qu'on est un service essentiel, nous? Est-ce qu'on a le droit d'être là? Est-ce qu'on peut être plus d'un ou d'une au bureau en respectant la distanciation? On écrivait au CIUS, à la santé publique, à la ville, c'était des consignes floues. En fait, un des constats qu'ont fait les groupes, c'est clairement que les organismes ont été littéralement oubliés dans les annonces gouvernementales. Il n'y a clairement eu aucune consigne claire qui concernait ce secteur-là, les actions des organismes. Donc, ce que ça a fait, c'est que les groupes devaient littéralement là, interpréter les consignes qui étaient pensées, cela dit, pour d'autres secteurs. Donc, ils ont dû décider notamment quelles mesures d'urgence mettre en place. Ils ont dû se prononcer sur le caractère essentiel ou prioritaire ou non de leurs activités. Donc, ce que les groupes ont constaté, c'est qu'il y a beaucoup de mesures qui n'étaient pas applicables à leur contexte, évidemment, notamment en regard de la nature de leurs actions, mais aussi par rapport aux conditions de vie des personnes qu'elles rejoignaient. Ce que ça a fait, c'est que les organismes, ils ont dû prendre des décisions qui ont été lourdes de conséquences, à la fois pour les personnes rejointes,
mais aussi pour les équipes des organismes parce que, en fait, ils auraient pu être soumis là, à des sanctions légales s'ils ne respectaient pas telle ou telle mesure. Donc, ils ont vraiment été confrontés à un dilemme, à la fois, en fait, face aux personnes rejointes, entre l'idée de on les protège, donc on les isole, entre guillemets, ou on maintient le contact en présence, mais là, il y a un risque de contamination à la fois pour les personnes rejointes, mais aussi pour les équipes de travail. Donc, vous comprendrez bien que cette situation-là, ben, ça a encore alourdi la charge mentale des groupes, des personnes qui travaillent là. Et il y a eu vraiment un sentiment d'abandon face à cette responsabilité qui aurait pu en fait être évitée là, si on avait eu des consignes plus claires et mieux adaptées à la réalité des groupes communautaires. Cela étant dit, évidemment, les groupes, parce que c'est dans leur ADN, ils ont fait en sorte de maintenir les liens par tous les moyens avec les personnes qu'ils rejoignaient. Le premier réflexe, en fait, de beaucoup d'organisations, ça a vraiment été de trouver de nouvelles manières, de nouvelles façons donc, de rejoindre leurs membres et les personnes participantes. Donc, chaque groupe a adopté des méthodes qui étaient vraiment adaptées aux populations visées. Diverses stratégies là, qui ont été mises en place. Bon, on est revenu au téléphone, la bonne vieille base, message texte, même parfois, ce qu'on a appelé parfois des appels d'amitié. Évidemment, il y a des activités, en fait, de nombreuses activités qui ont été maintenues, mais transformées en mode virtuel. Et puis, eh bien, il y a aussi des activités qui se sont exportées à l'extérieur, évidemment respectant la distanciation physique exigée par les mesures. Par exemple, on a vu des visites de balcons, littéralement, des personnes qui allaient visiter les personnes isolées chez elles, mais en dessous de leur balcon. Bon. Il y a quand même des retombées, en fait, plus ou moins positives de cette situation-là. Et certains groupes nous témoignent que ça a été une opportunité pour eux de rejoindre de nouvelles personnes. Mais cela dit, cette adaptation-là, ces changements-là, ça n'a pas empêché en réalité quand même la diminution de la population rejointe malgré l'augmentation des besoins pour les groupes. Je continue. Bon, une des forces du communautaire, s'il y avait à le démontrer, la recherche l'a fait, c'est de rejoindre les populations en temps de crise. En fait, on a vraiment fait émerger 2 facteurs facilitants pour les groupes d'aller rejoindre et de maintenir le lien avec les populations. Donc, un des premiers facteurs, ça a vraiment été l'ancrage dans la communauté. C'est la force de l'action communautaire. Il y avait des liens qui étaient préexistants avant la crise et ils ont aussi une grande connaissance des besoins et des réalités des populations. Vous me permettez, je cite donc, plus nous sommes en connexion avec notre communauté, plus nous connaissons nos membres et leurs besoins, plus nos équipes sont préparées pour réagir quand une pandémie frappe. Nos connexions nous ont permis de continuer à offrir des services beaucoup plus facilement. En fait, en plus de continuer effectivement à offrir des services, bien, ça a permis aussi d'identifier plus rapidement les meilleures façons de maintenir le lien parce qu'ils étaient en contact avec les personnes concernées. Évidemment, un deuxième facteur, c'est vraiment l'approche personnalisée que met de l'avant l'approche de l'action communautaire autonome. C'est de répondre aux besoins spécifiques de chaque personne, mais c'est aussi en tenant compte de la complexité des situations vécues que ça se fait. C'est une des forces donc, du communautaire. Bon, encore une fois, malgré toute cette situation-là, il a fallu répondre à l'urgence. Et un des défis, c'est de le faire, mais en préservant également le cœur de ce qu'on appelle l'action communautaire autonome. J'y reviendrai. Donc, comme je vous le disais, il y a beaucoup d'organismes qui ont développé de nouvelles activités pour répondre aux besoins identifiés en lien avec la crise. Mais ce qu'on a constaté, ce que les membres nous témoignaient, c'est que ces actions-là, développées dans l'urgence, elles ont été plus ou moins en lien, parfois avec la mission et les activités régulières de l'organisme. Cela étant dit, les groupes, en fait, les organismes ont vraiment joué un rôle de care qu'on a appelé également sur un plan collectif auprès de la communauté. En fait, ils ont concrètement mitigé en fait, le risque dans la collectivité. Donc, ils ont travaillé à
rendre accessibles les informations. Ils ont traduit des communications gouvernementales, ils ont simplifié des consignes, par exemple, les groupes en alphabétisation. Ils ont développé aussi de nouveaux moyens de diffusion. Là, on a vu du tractage, des camions parleurs, des kiosques dans les parcs, vraiment dans le but vraiment de rendre accessible l'information. Ils sont venus même à distribuer du matériel de protection auprès de la population. Ils sont également devenus un partenaire essentiel de la campagne de vaccination pour rejoindre les personnes marginalisées, mais on ne se le cachera pas, ce n'est pas tant une responsabilité qui est incombée normalement à l'action communautaire, mais davantage une responsabilité des autorités publiques. On a vu que ça ne s'est pas fait, alors on prend charge. Bon, cette situation-là, ce que ça nous a permis de comprendre, c'est que, en fait, l'approche du gouvernement vis-à-vis des populations, elle a mené le gouvernement, donc, peu d'efforts en fait pédagogiques. Elle a misé davantage, encore une fois, sur des stratégies de contrôle, de culpabilisation des personnes. Et en fait, c'est venu même complexifier le travail des organismes parce que les populations devenaient même méfiantes à l'égard des mesures sanitaires. Bon. On a répondu à l'urgence. Cela dit, il y avait des règles, des mesures sanitaires, le confinement. Tout ce contexte-là a rendu difficile l'organisation d'actions collectives, ce que j'ai appelé le cœur de l'ACA. Donc, tout ce qui est activité de mobilisation sociale, activité de représentation, activité d'éducation populaire, ce qu'on appelle des activités politiques, en fait, vous le voyez avec ce tableau-là, ont vraiment parfois été suspendues, mais au moins limitées en réalité. Donc, c'est sûr que cette situation-là de crise a eu un impact sur les activités politiques, le cœur de ce qu'on appelle le cœur de l'art. Mais quand même, des constats qu'on peut faire émerger, ce qu'on remarque, c'est que les approches de l'action gouvernementale ou du mouvement d'action communautaire ont été très différentes face à la crise. Donc, on a d'un côté un gouvernement qui a privilégié l'imposition de règles et de sanctions, alors que les groupes ont vraiment travaillé dans une démarche d'éducation populaire, d'appropriation et de réduction des méfaits. On a un gouvernement qui, d'un côté, a mis l'accent sur les comportements individuels, alors que les groupes ont vraiment tenté de travailler sur une approche plus globale pour améliorer les conditions de vie des personnes. On n'a qu'à nommer, par exemple, les mobilisations autour du logement et du revenu décent pendant la crise. On a aussi un gouvernement, les mesures, en fait, gouvernementales ont vraiment révélé de nombreux angles morts. On y reviendra certainement. Et justement, l'action des groupes, c'est de défendre les droits des communautés qui sont parfois, voire souvent marginalisées. On a simplement à penser à la contestation judiciaire du couvre-feu menant à l'exemption pour les personnes en situation d'itinérance. Donc, s'il y avait à le confirmer, la situation a vraiment confirmé le rôle essentiel joué par les groupes d'action communautaire autonomes en temps de crise, mais plus largement, en réalité, pour répondre aux besoins des communautés les plus affectés par la crise, justement, mais assurer aussi le respect de leurs droits. Alors, je laisse la parole pour continuer à ma collègue Céline. Céline, ton micro? Ah, oui. Il ne reste pas beaucoup de temps, fait que ça se peut que je résume très rapidement là, certaines diapos. Ce qu'on voulait vous présenter, c'est vraiment, on ne peut pas présenter tous les résultats là, de la recherche, fait qu'on voulait mettre l'accent aussi sur le financement et les relations externes. Donc, la pandémie, évidemment, a montré une précarité financière qui était déjà là, mais qui a été exacerbée, et surtout des réponses inadaptées des bailleurs de fonds. Juste pour vous donner, au niveau de la précarité, il y a eu beaucoup de nouvelles dépenses, mais il y a aussi des pertes de revenus des organismes. Donc, il y a le 3/4 des organismes, là, dans ceux qui avaient de l'autofinancement, qui ont connu des pertes. Et oui, il y a eu des fonds d'urgence, mais c'était des fonds non récurrents et qui ne permettent vraiment pas de répondre aux problèmes de sous-financement chronique, là, que tout le monde entend parler régulièrement. Puis en plus, la moitié des organismes communautaires, c'est seulement la moitié des organismes qui ont reçu des montants de fonds d'urgence. Quand on pense aux fonds d'urgence,
On trouve que, puis là, ça, c'est une citation là, des groupes de discussion, que le gouvernement a une vision étroite là, de ce qui est communautaire. Là. Pour lui, c'est comme si ça s'arrêtait aux besoins de base, alors qu'il y a toute la question de la défense collective des droits là, qui est à déplorer, qui est pas financée. Et on voit que aussi, c'est une façon un peu le gouvernement utilise le communautaire pour pallier à ses manques à lui. Donc, c'est des choix là, qui ont été perçus par le mouvement comme une tentative de sous-traitance de l'État pour offrir des services que lui-même priorise, mais sans qu'il consulte les communautés visées, sans qu'il prenne en compte leurs besoins. Donc, puis pourtant, on sait que le financement à la mission, en plus, donc le financement de base là, que tous les groupes devraient recevoir de façon correcte, c'est un facteur de résilience en temps de crise, on l'a vu, là, avec là, les représentations que les regroupements ont faites, les groupes ont pu conserver l'action communautaire autonome, on peut conserver leur financement à la mission et ce financement-là leur a permis de rester, même s'il était insuffisant, leur a permis au moins de continuer à exister. Donc, on résume dans la prochaine diapo là, le soutien financier d'urgence qui était inefficace. Donc, c'était vraiment, il y avait une inadéquation là, entre les besoins et les réalités des groupes, des critères qui n'étaient pas clairs, de l'attribution parfois arbitraire, des disparités. Je vous ai mentionné aussi axé sur les priorités des bailleurs de fonds. Aussi, on a dénoncé là, la lourdeur administrative puis l'absence de cohérence et de coordination. Donc, ce qu'on pense, c'est qu'il va falloir revoir complètement le fonctionnement de ces soutiens financiers d'urgence-là en amont des prochaines crises, parce qu'il va y en avoir de prochaines crises pour vraiment garantir l'accessibilité et le respect de l'autonomie des organismes. Donc, le dernier point que je voulais aborder, c'est le défi des relations externes en temps de crise. Rapidement, je vais essayer d'être rapide, sans toutefois là, y aller avec le contenu. Donc, pour les groupes communautaires, certains groupes communautaires ont dit que on a mis une citation là, je ne vous la lis pas parce que ça va être trop long, mais c'est une opportunité ça a été une opportunité, la pandémie, de bâtir des liens de solidarité plus solides entre les organismes, puis avec les différents acteurs et actrices qui sont impliqués dans leur champ d'action, notamment par la mise sur pied là, de cellules de crise qui ont été mises assez rapidement. Mais il y a toujours un mais à ça, hein? Ça n'a pas été le cas pour tous les organismes. Il y a des expériences qui ont été très variées selon le territoire. Le fait aussi que les réseaux publics importants comme santé, services sociaux, éducation ont connu vraiment une déstabilisation majeure. Là, ça a posé des grands défis pour les organismes et on a vu qu'il y a eu beaucoup de référencement qui a été fait là, de la part des autorités publiques vers les organismes. Et certaines relations dites partenariales ont été perçues par des organismes comme des tentatives d'instrumentalisation sous la forme de pression externe et vers davantage de services en lien direct avec l'urgence de la crise. Je passe pour terminer à... Deux dernières minutes. Oui, parfait, c'est le temps que ça me prendra. Je vais essayer. Donc voilà, en guise peut-être de conclusion, des constats donc, qui émergent de la recherche. D'abord, une approche de la gestion du risque par les organismes communautaires qui ont été axés, encore une fois, sur la responsabilité collective, la prévention et l'importance des actions globales. On a également vu que la liberté et l'autonomie d'action des groupes d'ACA a vraiment été un atout crucial pour expérimenter en fait des pratiques novatrices ou même renouer avec des approches qui ont été éprouvées. On a également constaté que l'importance du financement à la mission et du respect de l'autonomie des organismes leur confère en réalité une marge de manœuvre qui est essentielle pour réaliser leur mission de transformation sociale. Cela dit, il y a des points de vigilance quand même qui ont émergé et qu'on souhaite surveiller. Mes collègues vont en parler certainement, mais par la suite. Des équipes de travail qui sont à bout de souffle, clairement, et
est-il nécessaire de le préciser, qui sont majoritairement des femmes dans l'action communautaire. Et on a vraiment constaté qu'il y a un travail qui est essentiel, qui a été fait, mais qui a aussi été invisibilisé parfois. On a également constaté donc une menace sur ce qui constitue le cœur de l'ACAR. On le disait, la mobilisation, la prévention et la visite transformation sociale des groupes en temps de crise. On a vu en fait que habituellement les efforts qui sont orientés vers la prévention et le changement des conditions de vie, bien là, ils ont été plutôt consumés là, par des mesures dites curatives. Alors, évidemment, on va surveiller tout ça. On a vu aussi qu'il y a eu de la reconnaissance à la fois de l'appareil gouvernemental, mais aussi de la population, du rôle que l'action communautaire peut jouer en temps de crise, mais au-delà. Mais cela dit, bien, on voit aussi qu'il peut y avoir des glissements vers une volonté d'instrumentaliser les groupes. Donc, restons vigilants. Et c'est justement ce qui va animer la suite des travaux en fait, de l'Observatoire. On réfléchit actuellement à la forme que l'Observatoire va pouvoir prendre dans le futur. À l'heure actuelle, c'est un projet. On essaie de réfléchir à sa pérennité parce que la pertinence et l'utilité de la recherche par et pour, je crois qu'elle n'est plus à démontrer, ou en tout cas, on l'a démontré à travers cette recherche-là. Évidemment, eh bien, encore une fois, on vous l'a nommé, mais pour nous, l'autonomie, c'est à la fois un facteur de résilience, mais aussi, il peut être fragilisé en temps de crise, on vient de le voir. Donc, ça fait vraiment consensus au sein de l'action communautaire autonome. C'est certainement, en fait, le sujet d'un projet, d'une phase 2 de la recherche là, qui va porter donc sur ce sujet-là. Alors, voilà, très rapidement, c'est l'observatoire, en fait, de l'ACA qu'on vous présentait, mais sachez que c'est une infime partie des résultats. La recherche est vraiment colossale. Là, vous voyez les titres, en fait, des cahiers qui ont émergé là, de la recherche. On vous invite à aller fouiller là, sur le site de l'observatoire. On a mis le lien ici. Céline, peut-être, va le mettre aussi dans le chat pour votre... Il est déjà, en fait, dans le clavardage. Merci à Julie Nicolas qui s'est chargée de mettre ça dans le clavardage. Donc, vraiment, je ne peux que rajouter à ce que Félie dit sur la richesse de tout ce qui a été produit par l'Observatoire. Donc, vous invitez vraiment à aller consulter ces cahiers, les publications et ainsi de suite. Donc, j'en profite pour remercier chaleureusement Céline et Ophélie qui ont vraiment réussi ce tour de force de se contenir et de présenter quand même un bel aperçu de cette richesse-là en 20 minutes. Et pour ceux et celles qui nous écoutent, donc, je vous invite à prendre note de vos questions, de vos commentaires, puisque je vais tout de suite passer la parole donc, à nos prochains présentateurs. Et donc, il s'agit en fait de Mylène Fauvel, qui est étudiante au doctorat en sociologie à l'Université de Montréal et qui est coordonnatrice de l'axe 3 du GIREPS, donc l'axe Action collective et mobilisation des travailleurs et travailleuses pauvres. Et de Yannick Noiseux, donc, qui est professeur agrégé, lui, au département de sociologie de l'Université de Montréal et chercheur principal du GIREPS. Les travaux de Yannick portent principalement sur le renouvellement du syndicalisme et l'action collective des travailleurs et travailleuses pauvres, ainsi que sur les transformations du travail et les politiques sociales dans le contexte de mondialisation. Ils vont donc nous présenter quand l'intervention gouvernementale d'urgence réactualise la dynamique de précarisation des conditions de travail dans le mouvement communautaire autonome. Je pars le compteur donc pour 20 minutes et ensuite on pourra reprendre. Mylène. Merci. Merci beaucoup, Annie. Donc, comme l'a dit Annie, on va vous parler, là, nous, de l'intervention gouvernementale d'urgence et comment que ça réactualise la dynamique de précarisation des conditions de travail dans le milieu communautaire. Donc, notre présentation va être divisée en 3 parties. Tout d'abord, on va mettre en contexte notre recherche en présentant un peu notre démarche et également le portrait des conditions de travail dans le milieu communautaire avant la pandémie. On va ensuite faire une petite chronologie de l'action gouvernementale déployée durant la pandémie et finalement, on va vous présenter là, quelques constats de notre recherche qui est en ce moment en cours. Donc, tout d'abord, la première recherche qu'on a faite, elle a débuté en 2017. Il s'agissait en fait d'une recherche effectuée en partenariat avec le milieu communautaire. Et durant cette recherche-là, on s'est questionné sur la perception qu'ont les travailleurs et travailleuses de leurs conditions de travail et également sur les pratiques de gestion entourant toutes les conditions de travail dans le milieu communautaire. Notre recherche, elle a pris fin en 2020. Et à ce moment-là, la pandémie commençait et est devenu assez rapidement évident qu'on devait continuer de documenter les conditions de travail dans le milieu communautaire.
On a donc mis en place une deuxième recherche à partir de l'été 2020, avec encore une fois des partenaires du communautaire, dont le RQAK, la TNCDC, le CSMO-ESSAC et également l'Observatoire de l'ACA qui vient d'être présenté. Dans le cas de cette recherche-là, on a fait 17 entretiens de groupe pour l'instant. On a rencontré 27 travailleurs et travailleuses des différents groupes communautaires, certains qui étaient permanents, d'autres non permanents. On a aussi rencontré 27 personnes dans des postes de direction ou de coordination. Et on a rencontré 6 membres de CA et également 13 personnes qui étaient soit bénévoles ou militants. Et en ce moment, on est en train de faire des entretiens avec des personnes qui ont eu la COVID, donc des entretiens individuels qui sont encore en cours en ce moment. Donc, assez brièvement, si on veut parler des conditions de travail avant la COVID, on savait même avant notre recherche là, que les conditions salariales dans le milieu communautaire étaient précaires et que l'accès à tous les avantages sociaux, c'était quand même assez limité dans le milieu communautaire. Ce qu'on ne savait pas et qu'on a appris, c'est que cette précarité-là, elle a eu des répercussions. En fait, elle a des répercussions sur la vie personnelle des personnes. Par exemple, des travailleurs et travailleuses qui nous disaient devoir vivre simplement ou encore vivre un stress constant face aux imprévus budgétaires, ou même des gens qui étaient dans l'incapacité de prendre leur retraite après 65 ans en raison de précarité financière. On a aussi appris que cette précarité-là, elle limite les possibilités de se projeter à long terme dans le communautaire. Donc, il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit « ça va pour l'instant, je suis capable de pallier ou de vivre avec cette précarité-là, mais pour un court temps. Donc, je ne me vois pas à long terme dans le milieu communautaire. » Et aussi, ce qu'on a pu documenter, c'est que pour la très grande majorité des personnes qui étaient dans le milieu communautaire, l'unique raison pour laquelle ils pouvaient vivre avec les conditions salariales qui étaient offertes dans le communautaire, c'est parce qu'elles avaient des arrangements hors travail. C'est-à-dire qu'ils pouvaient, par exemple, vivre dans des coopératives d'habitation, encore avoir une autre source de revenus, vivre avec des proches ou même s'appuyer sur le revenu d'un ou d'une conjointe. Donc, c'était les seules raisons pour lesquelles ils pouvaient continuer de travailler dans le communautaire. Mais encore une fois, ces arrangements-là ne sont pas toujours à long terme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils viennent à tomber, bien, il faut que les personnes se posent la question si elles sont en mesure de rester dans le milieu communautaire également. On a également documenté qu'il y avait non seulement une précarité financière, mais aussi une précarité d'emploi, c'est-à-dire qu'on ne sait pas jusqu'à quand les gens vont avoir un emploi dans le communautaire. C'est dû, entre autres, à cause des modes de financement par projet ou par entente de service, qui fait en sorte que bien souvent, c'est des emplois non permanents qui sont créés, par exemple des emplois à contrat, mais aussi par la crainte de voir l'organisme fermé pour des raisons financières, que ce soit de manière permanente ou encore de manière temporaire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit vivre des périodes de chômage, soit saisonniers, soit ponctuels, en raison des coupures, en raison de la précarité financière, ou encore vivre des coupures drastiques d'heures, donc passer par exemple d'un 35 heures à un 21 heures par semaine. On savait aussi avant la pandémie qu'il y avait une surcharge de travail, ça avait été documenté. Et ce qui est ressorti également, c'est que pour pallier à cette surcharge de travail-là, une des stratégies, c'était d'embaucher des personnes non permanentes, des travailleurs et travailleuses non permanents. Et l'impact que ça avait, bien, ce qu'on a démontré, c'est que c'était un peu contre-productif. Donc, finalement, ça ne réussissait pas à réduire la surcharge de travail dans les équipes. Puis, on va pouvoir y revenir également par la suite dans le reste de la présentation. Et donc, tout ça, ça nous a montré qu'il y a eu une multiplicité des statuts d'emploi. Donc, avant la pandémie, on avait des emplois permanents, mais aussi des emplois à contrat, temps partiel, sur appel. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on a vues avant la pandémie et qui se sont réitérées, qui sont reproduites à nouveau durant la pandémie. Et finalement, il y avait cette tension-là entre, d'un côté, devoir accomplir la mission de l'organisme, vouloir bonifier les activités, les services, et de l'autre côté, avoir des bonnes conditions de travail ou revendiquer des bonnes conditions de travail. Donc, les travailleurs nous ont affirmé là, à ce moment-là se sentir déchirés. Donc, ce n'est pas juste les gestionnaires qui sentaient cette tension-là, mais également les travailleurs et travailleuses qui sentaient ça. Yannick? Bien, bonjour tout le monde. Donc, pour ma part, je vais revenir sur la chronologie de ce qui s'est passé pendant, on pourrait dire, les plusieurs vagues là, de la pandémie dans le communautaire. Je vais aller vite parce que finalement, Ophélie a mentionné un certain nombre d'éléments. Ce que je dirais d'abord, c'est ça, comme l'a mentionné Ophélie, au tout début, il y avait une espèce de confusion sur le communautaire. Est-ce qu'il doit être ouvert, pas ouvert dans les premiers jours? Est-ce qu'on maintenait ou pas le financement? Tout ça a créé une certaine confusion.
Assez rapidement, le gouvernement a décidé, en quelque sorte, que les banques alimentaires, les organismes en violence conjugale, les centres de crise, les organismes en lien avec l'itinérance restaient ouverts et que le restant devait fermer. C'était un peu d'y affirmer, sans trop respecter, on pourrait dire, l'autonomie des groupes. Même si certains groupes étaient déclarés essentiels, on se rappellera aussi qu'au début, sauf exception, il y a eu des exceptions dans certaines régions, on a mis en place des services de garde d'urgence pour les travailleurs essentiels, mais les gens du communautaire, les travailleuses et travailleurs du communautaire étaient oubliés. Donc, ils n'avaient pas accès à ces garderies-là. Les directives sanitaires sont arrivées au compte-gouttes, étaient relativement bancales. On parle d'un document qui tenait sur 2 pages. Pour avoir des instructions plus claires, on a dû attendre presque jusqu'à la mi-avril dans certains organismes pour avoir de l'information. Fin mars, assez rapidement, là, donc c'est l'époque de la fameuse mise sur pause là, de François Legault. On se rend compte que l'appel au confinement des personnes de 70 ans et plus avait un impact considérable sur la capacité du mouvement communautaire à opérer, sur la main-d'œuvre qui était disponible, etc. Ça montre aussi le poids ou l'importance du bénévolat dans le secteur communautaire. Et à ce moment-là, donc, sans égard aux compétences requises pour faire le travail, et puis là, je parle des compétences que les bénévoles pouvaient avoir, mais aussi les travailleurs du communautaire, on commence à parler là, de remplacer les bénévoles par ce qu'on appelait à l'époque les chômeurs pandémiques, les gens qui avaient perdu leur emploi à l'époque. Le lendemain, François Legault parle de peut-être trouver du financement pour remplacer les bénévoles par des gens qu'on pourrait embaucher. Mais très rapidement, le gouvernement va faire son nid. On va décider de combler la main-d'œuvre par un appel massif au bénévolat. Je tiens à souligner, parce qu'on a fait cette recherche-là dans le cadre d'une autre recherche où on regardait ce qui se passait dans d'autres secteurs, la construction, la santé, le secteur maraîcher. Et puis, c'est une particularité de la réponse gouvernementale dans le communautaire, c'est vraiment cet appel massif au bénévolat. On va mettre en place la plateforme Jeunes bénévoles. On va cibler les jeunes pour aller porter de la nourriture aux personnes âgées. Je vous les épargne dans les épisodes où le premier ministre se rend compte qu'il y a des gens qui ne mangent pas leur faim au Québec. Ensuite, avril, c'est le mois de la création des grands fonds d'urgence ciblés, je dirais. Encore une fois, décrété souvent sans grande consultation avec les organismes. Les priorités sont choisies par le gouvernement. Et Ophélie en a glissé un mot, quelque sorte, sur ça. Par exemple, il n'y a pas de fonds qui sont mis en place sur la crise de logement qui est en train de se déployer, etc., mais ça ne fait pas partie de ce que le gouvernement considère comme étant important. Les fonds sont associés souvent, sont donnés pour donner plus de services et pas pour augmenter les salaires, augmenter l'embauche, etc., et même parfois explicitement. Donc, c'est dans les critères parfois. Le mois d'avril, c'est aussi le mois de la PCU, la fameuse PCU. Donc, on a parlé de la PCU généreuse qui équivaut à 12,50 $. Je veux quand même le préciser, c'est pour quelqu'un qui travaille à temps plein. Ce que je voudrais dire ici, sans entrer dans le détail sur le débat justement sur cet effet désincitatif ou pas de la PCU, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand le gouvernement fédéral met la PCU, le gouvernement provincial va mettre en place le PIRT, donc le programme incitatif de rétention pour les travailleurs essentiels. Il va nommer explicitement les travailleurs du communautaire comme étant des potentielles cibles de ce PIRT-là. Et c'est intéressant de dire que dès le départ, cette somme-là, elle n'est pas mise en place pour reconnaître les travailleurs, pour faire une prime COVID, par exemple, pour donner un bonus aux travailleurs à bas salaire, mais c'est carrément dit, l'idée, c'est de maintenir les travailleurs en emploi parce que à ce moment-là, on a peur que la fameuse PCU pourrait inciter les gens à quitter leur emploi. Surtout les gens à bas salaire. Et à ce moment-là, Jean Boulet nomme explicitement les gens du communautaire. On va aussi, là, c'est avril, mai, mettre en place ce qu'on appelait à l'époque, le gouvernement fédéral va annoncer la création de bonification du programme d'emploi Été Canada, qui est présenté, que c'est des emplois d'insertion pour les jeunes, présenté comme un premier emploi, comme souvent au salaire minimum, sur une base temporaire. Il y avait aussi à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, la fameuse, autour du scandale We Charity. Donc, on voulait mettre en place des programmes de, on va dire comme ça, bénévolat payé. Donc, on incitait les jeunes à aller dans les organismes,
faire du bénévolat, puis on prévoyait leur donner 5 000, 10 000 voilà. Donc, le message qu'on a envoyé, encore une fois, c'est des emplois débutants dans le communautaire. On n'a pas vraiment besoin de trop savoir quoi faire pour travailler là. Tout le monde peut y aller. Et voilà. Je ne veux pas trop rentrer vite dans l'analyse, je vais en laisser pour Mylène. Puis, au mois de juin, en déconfinement, il va falloir attendre au mois de juin pour que les organismes qui n'avaient pas été jugés prioritaires puissent se remettre à travailler en présentiel. Ça va être parmi les derniers secteurs de l'économie qui va être déconfiné, à part les arts et la culture, ainsi que, j'ai envie de le placer, ainsi que la démocratie. C'est à ce moment-là qu'on va réouvrir. On va déconfiner la démocratie. Je passe rapidement sur la suite. Peut-être juste dire que l'été 2020, ça va être marqué par, en tout cas, ce que les gens nous disent, c'est qu'une hausse des demandes. On gère l'après-pandémie, l'après-confinement, les problèmes, les enjeux de santé mentale qui en découlent, etc. Je dis vraiment vite. C'est le départ aussi des bénévoles pandémiques qui retournent travailler. L'automne 2020, c'est débordé, cri du cœur. On commence à voir même dans certains organismes des débats autour des employés qui sentent qu'ils sont forcés au travail ou forcés à leurs limites, si on veut. L'hiver qui suit, c'est le couvre-feu, donc qui complique les mesures sanitaires qui viennent compliquer l'action des organismes communautaires, particulièrement en itinérance, avec des conséquences tragiques. Quand je rappelle le décès de Raphaël André dans une toilette publique à Montréal, tout près d'un organisme communautaire là, qui ne savait plus trop s'il devait ouvrir, pas ouvrir, fermer, etc. Il y a les enjeux de la vaccination, on en a parlé, Ophélie en a parlé. Donc, il y a l'enjeu de, le milieu communautaire qui apprend en conférence de presse qu'il va participer à l'effort de guerre, sans encore une fois avoir été consulté, mais aussi l'enjeu de la vaccination des travailleurs. Peut-être pour notre côté, moi et Mylène, on s'intéresse davantage aux travailleurs, aux conditions de travail dans le communautaire. Donc, la vaccination. Donc, après ça a été fait promis que les travailleurs communautaires seraient parmi les catégories, les priorités au départ. Ça va être compliqué, on va abandonner, ils ne sont pas là. Finalement, on va laisser se faire vacciner en priorité les travailleurs du communautaire, mais seulement ceux financés par le PSOC. Et donc, voilà, il va y avoir toute une confusion autour là, alors qu'on avait décrété que les travailleuses étaient essentielles. Bon, là, finalement, au moment de la vaccination, c'est une autre histoire. Voilà, ensuite, il y a eu le coup de poing du budget, mars-avril 2021. Très peu de sous qui sont annoncés dans le communautaire. Là, j'imagine que je prends trop de temps, Viviane me regarde. Et puis, peut-être rapidement, dernière slide, avec l'arrivée d'Omicron, vous comprendrez que notre analyse à ce niveau-là, elle est très, très exploratoire pour l'instant, mais grosso modo, on semble assister au même scénario. Donc, lors de la fermeture des écoles, le communautaire n'a pas dans son ensemble accès aux services de garde, donc pour les travailleuses, par exemple, du communautaire. Les programmes d'urgence sont quasi absents comparativement à 2020, malgré les besoins. L'annonce d'aide de dernière minute, notamment à une itinérance, on a attendu, c'est comme si on s'était réveillé en mi-janvier, on se rendait compte qu'il faisait froid au Québec, à Montréal et partout au Québec en janvier. Les enjeux de rétention et de recrutement des travailleurs sont particulièrement exacerbés cette année. On le voit surtout dans le milieu de l'itinérance. Et c'est intéressant, là, pour la première fois où là, on ne fait pas un appel au bénévolat, on a vraiment, vraiment, vraiment besoin de monde. Donc, on offre des emplois, mais ça passe par les CIUS et non pas par les communautaires par le milieu communautaire pour ce qui est de l'embauche. Donc, ça, je vais être curieux de vous entendre si vous avez plus d'informations. J'ai l'impression que c'est du patchage, des emplois temporaires, etc., mais je sais qu'on a beaucoup de monde là, ici, donc je serais curieux de vous entendre à ce sujet-là. Donc, j'arrête ici. Grosso modo, Omicron, rebelote, on semble ne pas avoir appris. Et puis, on revient dans nos mêmes façons de faire. Voilà. Merci Yannick. Donc, toute la chronologie qu'Yannick a présentée, ce que ça nous dit, en fait, c'est que, comme on savait avant la pandémie, que l'intervention gouvernementale tendait à précariser les conditions de travail, et bien là, on s'est rendu compte que durant la pandémie, toute l'intervention gouvernementale, qui dès le début était quand même assez centrée sur le mouvement communautaire. Il y a eu un délestage de certaines responsabilités, du moins un recours aux organismes communautaires. On a parlé en itinérance, en violence conjugale, notamment les banques alimentaires aussi. Mais malgré tout, tout ça a continué à précariser, même précariser davantage les conditions de travail. Donc, c'est un peu les constats qu'on va vous présenter pour la suite.
Notre premier constat, c'est que la reconnaissance du travail essentiel effectué par le communautaire, bien, ça a été majoritairement symbolique et assez éphémère. Donc, la première chose, ça a été une reconnaissance qui s'est traduite par l'injection de ressources financières avec les fonds d'urgence. Et ensuite, ça a été beaucoup tous les remerciements symboliques qui ont été faits dans le cadre des conférences de presse. Donc, de dire à quel point est-ce que c'était vraiment merveilleux le travail qui était fait dans le communautaire, mais ça s'est un peu arrêté là. Ce qu'on voit, c'est que cette reconnaissance-là, maintenant, après près de 2 ans, ça ne s'est pas traduite par des sommes supplémentaires récurrentes. Hein, donc, ça a été des sommes insuffisantes, temporaires, et à long terme, il n'y a pas de grand changement qui a été effectué pour le milieu communautaire. Cette dissonance cognitive-là, entre d'un côté le discours symbolique de non-reconnaissance réelle du milieu communautaire, tout ça, en fait, ça a depuis longtemps été documenté, notamment par Paraceli, qui a déjà 20 ans disait, et puis là, je vais le citer pour voir à quel point est-ce que c'est près de la réalité qui se passe. Donc, ce qu'il disait, c'est plus les regroupements d'organismes reconduisent leurs demandes de reconnaissance, plus l'État acquiesce au niveau des discours et de l'intention, et plus l'autonomie de l'action communautaire s'érode sur le terrain des partenariats et des contrats de service. Donc, c'est exactement ce qu'on a vu. Hein? Donc, demande de reconnaissance, et finalement, ce qu'on voit, c'est des ententes de services, c'est des fonds d'urgence, pensés en fonction des priorités gouvernementales et aucune réelle reconnaissance. Et quand on interroge les personnes qui travaillent dans le communautaire, ils nous ont dit clairement être indignés par ces discours de remerciement-là qui n'ont aucune conséquence, qui ne s'ancrent pas dans des changements réels au niveau de leurs conditions de travail. Et c'est d'autant plus frustrant dans un contexte où on voit des primes COVID, des augmentations salariales dans plein d'autres secteurs, mais que le milieu communautaire, lui, reste un peu à la marge de toutes ces transformations-là. Le deuxième constat, puis Yannick en a parlé un peu, donc c'est que l'intervention gouvernementale durant la pandémie, ça s'est largement appuyé sur le travail gratuit des bénévoles et des travailleurs et travailleuses dans les organismes communautaires. Pour mettre un peu en contexte notre constat, on doit dire que dans plusieurs pays, avant même la pandémie, l'État mettait en place des politiques pour déployer du travail gratuit. Simonet, qui est une sociologue du travail en France, a d'ailleurs développé le concept qu'on appelle la gratuitisation des services publics, soit le recours massif à des bénévoles et au travail gratuit, qui vient en fait dissimuler une privatisation partielle des services publics à travers l'instrumentalisation des groupes communautaires. Donc, grosso modo, ça veut dire que c'est l'État qui se délaisse de ses responsabilités, un peu comme Ophélie nous a parlé dans la présentation, et en même temps va mobiliser la population ou certaines tranches de la population en faisant un appel à la solidarité, un appel à l'implication et à l'engagement. Ils vont les inviter à aller faire ce travail-là gratuitement dans les organismes communautaires. Donc, c'est exactement ce qu'on a vu au Québec pendant la pandémie. D'une part, on s'est appuyé sur le communautaire pour répondre aux besoins sociaux, mais d'autre part, on a eu des campagnes de recrutement qui étaient exclusivement basées sur le bénévolat. Et comme Yannick le dit, ce n'est pas ce qui s'est fait ailleurs. Dans les autres secteurs, ce n'était pas sur du travail gratuit, c'était toujours du travail rémunéré, sauf dans le communautaire, notamment avec la relance de la plateforme Je bénévole. Et le fait qu'on ait plusieurs bénévoles dans les organismes, ce que ça le fait, effectivement, ça a eu quand même un effet positif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'organismes qui ont pu continuer à offrir des services et des activités, répondre à des besoins aussi de la population, tout ça. Mais d'un autre côté, ça a aussi augmenté la charge de travail des équipes. C'est-à-dire que les travailleurs et travailleuses qui étaient déjà là ont dû accompagner ces bénévoles-là, les soutenir, les accueillir, les former également. Mais aussi que dans le cadre de la pandémie, beaucoup de ces bénévoles, c'était des gens qui voulaient aussi briser leur propre isolement. Donc, ça aussi, c'était une charge de travail supplémentaire. Aussi, le fait qu'il y ait plus de bénévoles qui viennent pour un temps ponctuel, ça augmente le nombre de contacts sociaux et donc les risques au travail au niveau de la contagion. Et le gouvernement en était conscient et il a même dit à plusieurs reprises qu'il ne fallait pas, et là je le cite, que les organismes deviennent des lieux de rassemblement. Et qu'il disait qu'il fallait donc contrôler. Il va falloir contrôler. Donc, encore une fois, ces tâches de contrôle, de respect des règles sanitaires et tout ça, ça l'a incombé, encore une fois, aux travailleurs et travailleuses. Et aussi, une fois que toutes ces personnes, les chômeurs pandémiques qu'on a dirigés vers les organismes communautaires, une fois qu'ils sont partis, la tâche, elle n'a pas disparu. Hein? Donc, toute cette tâche-là, elle est retombée, encore une fois, sur la charge de travail des personnes qui étaient des travailleurs et travailleuses permanentes. Et encore une fois, ça a fait l'intensification du travail et aussi, il n'y a pas eu de compensation monétaire non plus pour faire ce travail-là.
Et de manière plus globale, si on veut, tout le discours de vocation, d'engagement et tout ça, ça vient, comme on l'a dit, un peu invisibiliser les compétences, mais ça vient aussi à long terme tirer vers le bas les salaires dans le communautaire parce que si n'importe qui est prêt à le faire, si on veut le faire gratuitement, pourquoi est-ce qu'on paierait des gens adéquatement? Donc, c'est aussi cette tendance-là qui peut se reproduire dans le temps. Mylène, il va falloir conclure. Le temps est déjà dépassé. Donc, oh là là! Ouais, il reste deux petits constats, on va les faire rapido. Mylène, je vais aller très, très vite parce que je pense que je l'ai déjà dit. Le troisième constat, c'est l'intervention gouvernementale de la pandémie. C'est largement appuyé sur des mesures d'activation de la main-d'œuvre qui participent et alimentent la dynamique de précarisation des conditions de travail dans le milieu communautaire. Je vous renverrai au rapport pour avoir plus de détails, mais grosso modo, ce qu'on veut voir, c'était là avant la pandémie, puis ça a été révélé dans le communautaire encore plus, je dirais, avec la pandémie. C'est que toute cette... dans l'État néolibéral, depuis une trentaine d'années, le droit à des mesures de soutien aux revenus est de moins en moins un droit, mais de plus en plus conditionné à des mesures d'activation de la main-d'œuvre. Donc, si on veut y avoir accès, il faut montrer qu'on se responsabilise puis qu'on travaille à notre employabilité. Puis, dans le communautaire, ce qui s'est passé avec la pandémie, on l'a vu. Dès le début, on a voulu envoyer les chômeurs pandémiques pour les garder actifs dans le communautaire. Le programme, le pire temps, il n'a pas été mis en place comme une prime, mais vraiment comme une façon de retenir, d'inciter les gens à garder leur emploi. Les deux cibles, les deux principales mesures, l'emploi d'été Canada puis les emplois We Charity, mais c'est aussi du presque-emploi. C'est des emplois temporaires à petit salaire et qui visent encore à activer des catégories d'emplois que le gouvernement veut mettre en action. Et au final, c'est ça, on pourrait dire que ça normalise les conditions de travail dégradées, ça contribue à l'invisibilisation des compétences des travailleurs et des travailleuses, puis ça tire vers le bas les conditions de travail. Voilà, je te laisse une minute, Mylène, pour finir. Oui, donc le quatrième constat, en fait, on va faire ça vraiment très rapidement, Annie, là, pas de problème. Donc, quand l'État s'appuie quasi exclusivement sur le mouvement communautaire pour répondre aux besoins sociaux, ce qu'on tend à avoir démontré, les travailleurs et travailleuses s'épuisent puis peinent à répondre aux demandes. Donc, tantôt, j'en ai parlé de cette tension-là entre conditions de travail versus les activités, services, accomplir la mission de l'organisme. Ça s'est reconduit. Mais également, au-delà de ça, ce qu'on a vu, c'est que les travailleurs et travailleuses réalisaient que le réseau public était complètement bouleversé, qu'ils ne savaient plus où référer les personnes. Les organismes étaient complètement débordés. Et ça a le fait de vivre une pression sur les travailleurs et travailleuses qui disaient des fois vivre de l'angoisse ou un stress. Et quand ils devaient faire une intervention, ils se disaient, si la personne me demande quelque chose, où je vais la référer? Parce qu'il n'y en a pas de référence. Et ça faisait aussi que les travailleurs et travailleuses mettent ta limite quand tu as l'impression que tu es le dernier filet, puis tu vois là, qu'avec la pandémie, les besoins sociaux ont été exacerbés, les personnes vulnérables encore plus vulnérabilisées. Donc, dans tout ça, ce que ça a fait, les gens ils ont continué, même s'ils étaient épuisés, même s'ils étaient en surcharge de travail. La charge émotionnelle de leur travail, ça s'est dupliqué. Et ils ont continué parce qu'ils voyaient bien que si eux, ils arrêtaient, il n'y en avait pas d'autres ressources. Ce qui a fait qu'on a vu une vague d'épuisement professionnel dans le milieu communautaire. Si avant, on avait 1 personne sur 5, là, selon les études de Meunier et de ses collègues, qui, dans les organismes en santé et services sociaux, vivaient de l'épuisement professionnel, nous, notre étude a démontré que ça l'a vraiment... ça s'est exacerbé durant la pandémie et que c'était non seulement parce que, oui, il y a la vocation puis qu'on veut toujours en faire plus, ce qui est effectivement un enjeu, mais c'est aussi à cause de cette situation particulière où les travailleurs du communautaire sont témoins des besoins et de la vulnérabilité des personnes. Et donc, c'est ça qui vient complexifier leur travail et qui les amène parfois jusqu'à l'épuisement. Donc, voilà. Merci. Merci infiniment, Mylène, Yannick, encore une fois, des informations, en tout cas des données très, très riches, évidemment, qu'il a fallu coincer à l'intérieur du temps imparti. Mais donc, Yannick vient de mettre, entre autres, dans le clavardage, l'accès aux publications du GIREPS, dont le rapport de recherche duquel, je pense, était tiré ces données.
Avant donc de vous laisser la parole, je vous demande encore une fois de prendre bonne note de vos questions parce qu'on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui 3 discutantes qui ont donc accepté de réagir à ce qui vient d'être partagé avec nous. On va donc les inviter tour à tour à s'exprimer. Et je vais donc commencer avec Valérie Lépine. Donc, chacune disposera d'environ 5-6 minutes. Je vais devoir encore là mettre mon chapeau de vilaine gestionnaire du temps. Mais donc, Valérie Lépine, qui a été militante au sein du milieu étudiant, féministe et communautaire, avec un parcours qui l'a menée, entre autres, à travailler au sein d'organismes en défense collective des droits, notamment dans le mouvement des femmes. Et elle est actuellement co-coordonnatrice au MEPAC, le Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec. Donc, Valérie, à vous la parole pour les prochaines minutes. Oui, bien, bonjour tout le monde. Ma présentation va faire beaucoup écho là, à la présentation de Mylène et Yannick, j'ai l'impression, mais on nous avait soumis quelques questions, donc un peu de vous parler des répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur nos relations avec l'État. Une grande question, mais nous, ce qu'on voudrait un peu mettre en lumière, c'est que c'est des choses qui étaient déjà présentes avant la pandémie, mais la COVID a vraiment mis ça beaucoup de l'avant. C'était qu'on avait des intérêts divergents, des visions différentes entre le gouvernement, l'État et notre mouvement, à 2 niveaux. Un peu sur la vision de notre propre rôle en tant que mouvement d'action communautaire autonome. On a vraiment observé un renforcement d'une vision utilitaire des groupes. Puis quand je dis un renforcement d'une vision utilitaire des groupes, ce n'est pas de tous les groupes, parce que c'est de beaucoup ce qui est dans la prestation de services. Dans cette vision utilitaire-là, les groupes en défense collective des droits ou les groupes où l'action politique prend beaucoup de place ne sont pas vraiment mis en valeur. Puis même au début de la pandémie, il y avait comme un sentiment chez les groupes qui étaient en défense collective des droits ou en éducation populaire, un sentiment de bien, on fait quoi? On sert à quoi? On est-tu un genre de petit choc à absorber? Donc, vraiment, cette tendance-là amène aussi à tout ce qui a été nommé plus tôt, mais l'instrumentalisation des groupes, des formes de sous-traitance, des obligations de l'État, la perception d'être considéré comme une extension là, de l'État, d'être un genre de service de première ligne qui devient le seul service, en fait, là, le dernier filet qui reste. Donc, vraiment, on s'appuie soit de facto par l'inaction du gouvernement ou plus formellement sur les groupes pour assurer le filet social ou du moins rattraper les personnes qui tombent dans les trous du filet social. Puis, dans un second temps, bien, cette divergence-là se situe aussi au niveau de la perception du rôle de l'État. Parce que pendant que l'État, lui, nous perçoit de cette manière-là, mais nous, notre discours sur l'État, c'est que nous, on prend pour acquis. En fait, notre vision, c'est que c'est la responsabilité de l'État, du gouvernement, de s'assurer du bien-être collectif, de s'assurer qu'il y ait un filet social, de s'assurer d'avoir des programmes sociaux puis des services publics solides pour faire face à ces crises-là. De lutter contre les inégalités, de s'assurer qu'on ne laisse personne derrière, aucune personne vulnérable. Donc, nous, c'est le rôle qu'on attribue au gouvernement, qu'on souhaite dans notre projet de société, mais le gouvernement, lui, n'abonde pas dans ce sens-là, du moins par ses actions. Donc, il agit très peu ou pas en ce sens-là du tout. Il n'y a pas de mesures structurantes, il y a une vision très peu collective, puis on l'a très bien vu là, durant la COVID, ça l'a mis en lumière plein d'angles morts, mais d'angles morts qui ne sont pas tant inconnus de l'État, c'est plutôt des décisions de ne pas prioriser ce volet-là. Il y a une vision beaucoup plus économique, individualiste de la part de ce gouvernement-là. Donc, pour lui, la solidarité sociale ou le filet social, comme ça a été mentionné par Mylène, j'aime beaucoup comment c'était articulé par la recherche sur le travail gratuit, mais ça passe par une vision beaucoup plus communautariste, de la charité, de la philanthropie, c'est les individus qui portent la solidarité sociale. Puis on l'a vu avec la plateforme Jeunes bénévoles, entre autres, mais notamment aussi en conférence de presse, quand un journaliste demande c'est quoi le plan pour s'assurer de la santé mentale des gens face à un nouveau confinement, bien, on répond, on invite les Québécois et les Québécoises à appeler leurs proches. Ce n'est pas un plan qui est structurant, ce n'est pas un plan qui est collectif, ça s'appuie vraiment sur les individus.
On le voit, c'est un exemple très, très, très clair. Puis même dans les mesures sanitaires, on ne considérait pas non plus la solidarité sociale. On l'a vu avec le couvre-feu. Il a fallu aller en cours pour exempter les personnes itinérantes parce que ce n'était pas du tout dans le radar du gouvernement. Puis même si des groupes montaient au front pour le revendiquer, il a fallu aller en cours. Donc, il n'y a pas d'écoute non plus. Donc, vraiment, ce clash de divergence-là entre comment le gouvernement nous perçoit, comment nous, on perçoit le gouvernement, puis comment c'est pas raccord du tout. Il y a vraiment conflit ici. On avait une question sur, avec du recul, qu'est-ce qu'on ferait différemment? Du recul, je ne sais pas, parce qu'on a encore beaucoup dedans, malheureusement. Mais peut-être que c'est ça. Personne n'avait venir au micro, là, évidemment, mais fait qu'on est beaucoup dedans. J'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup eu le temps d'avoir du recul puis de faire un post-mortem. Mais toutefois, je pense qu'il y a certaines choses qu'on peut voir déjà. C'est que, comme ça avait été un peu nommé, je crois, par Céline ou Ophélie, les groupes, au début, on était beaucoup en mode choc, là, en mode qu'est-ce qu'on fait ici maintenant? On voulait contribuer et tout. Puis c'est un réflexe super humain, mais on a tout avantage pour être plus fort, à s'ancrer dans notre posture, dans nos valeurs, dans notre autonomie, la préserver. Ça ne veut pas dire de ne pas agir, mais de rester bien campé, puis de garder aussi une posture critique, parce que ce n'est pas évident durant une crise de garder cette posture critique-là, parce qu'on a l'air d'être contre les efforts de guerre. Donc, bref, élément important de garder cette posture-là pour être plus fort puis plus solide, parce que ce n'est pas à nous de patcher un plan d'urgence qui n'existait pas, parce que c'est un peu la situation. Puis au niveau des perspectives, rapidement. Au niveau des perspectives, bien, justement, là, de comme réfléchir, de prendre le temps de se jaser, parce que comme Céline a dit, des crises, il va en avoir d'autres. Donc, voir comment, dans le communautaire, on s'organise pour justement revendiquer que les prochaines, le gouvernement assume davantage son rôle. Puis un autre élément de vigilance, on parle beaucoup durant cette crise-là du caractère essentiel, mais encore une fois, je reviens avec nos divergences. Essentiel, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Essentiel, qu'est-ce que ça veut dire pour le gouvernement ou l'État? Qui est essentiel pour le gouvernement? Puis essentiel aussi au sens de la loi, puis du droit du travail, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, gardez ça en tête. Puis aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour les groupes en défense collective des droits, tout ces divergences-là qu'il peut y avoir sur le terme essentiel. Donc, je vais laisser merci mes collègues beaucoup, continuer. Valérie. Mais merci pour ce partage. Puis, on sent bien effectivement aussi la réalité là, qui est derrière. Donc, je vais passer maintenant la parole à Marie-André Gauthier. Marie-André Gauthier a fait des études universitaires en communication sociale à l'Université du Québec à Trois-Rivières et depuis 5 ans, elle coordonne donc le réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec, qui est un lieu de concertation provinciale pour faciliter, entre autres, l'analyse féministe dans chaque région du Québec. Elle a de nombreuses années, elle aussi, de militance au sein du milieu féministe, notamment en prévention des agressions à caractère sexuel et en défense collective des droits des femmes. Elle s'intéresse donc aux enjeux vécus par les femmes dans les différentes régions du Québec et elle croit que c'est par la collectivisation des enjeux, les solidarités et l'éducation populaire que nous arriverons à combattre les injustices. Marie-André, à vous la parole. Merci Annie, merci tout le monde d'être présent en si grand nombre ce matin. Donc, le réseau, les tables régionales de groupes de femmes du Québec, c'est des organismes en défense collective des droits. On est présent dans chaque région administrative du Québec, puis en concertation avec nos groupes qui sont Centre de femmes, Maison d'hébergement, Groupe employabilité femmes, comité conditions féminines des syndicats, par exemple, on détermine c'est quoi les enjeux régionaux en matière de conditions féminines sur lesquels il faudrait travailler davantage, documenter, se mobiliser, aller défendre auprès de différentes instances régionales. Fait que vraiment, les antennes régionales des ministères organismes sont nos partenaires privilégiés, sont nos vis-à-vis, des lieux de concertation d'élus également ou de tables citoyennes. Donc, c'est avec ces actrices-là qu'on travaille quotidiennement. Donc, quelle répercussion la pandémie de la COVID a eu sur nos relations avec l'État? Je vous dirais
on est toujours en relation avec l'État de manière relativement soutenue, et ce, 2 ans après une pandémie mondiale, parce qu'on est en attente de changements systémiques qui vont réellement améliorer, voire au respect des droits de toutes les femmes, chose qui n'est pas arrivée durant ces 2 ans de pandémie. Il n'y a rien eu de satisfaisant pour améliorer les conditions de vie des femmes réellement au Québec. On a eu des discours, on a eu des priorités capitalistes, néolibérales. Ça ne mettait pas les femmes au cœur des décisions qui ont été prises. Puis il ne faut pas se leurrer, c'est la CAQ qui est au pouvoir. Donc, la CAQ, qu'on a commencé à connaître sa vision, qu'on a eu sa vision au moment des élections. Donc, il n'y a rien d'étonnant en soi avec comment il gouverne le gouvernement présentement. Donc, ce qu'on a fait, le réseau et les tables, on a décidé d'accentuer la pression, nommer une fois de plus la précarisation des conditions de vie et de travail des femmes, qui, dans le fond, la pandémie a juste fait qu'exacerber. On le sait, là, pour les femmes, pour des populations à la croisée d'oppression, marginalisées. Donc, la pandémie n'a fait qu'exacerber les conditions de vie de travail des femmes. Donc, face à ce constat-là, on a décidé d'être sur nos propres bases. Ça, c'est quand même une posture qu'on développe de plus en plus au lieu de toujours être en réaction, agir sur nos propres bases, donc dans une optique de défense collective des droits des femmes, un peu dans l'esprit de ce que Valérie apportait de qui sommes-nous, comment décrivons-nous les concepts, comment est-ce qu'on vit les choses. Donc, par exemple, on s'est rendu compte que il y avait toute la Marche mondiale des femmes qui préparait sa 5e action internationale qui devait être en 2020, mais on avait des revendications qui touchaient pauvreté, violence, femmes autochtones, femmes migrantes racisées. Donc, on s'est dit, on a ces revendications-là, celles-là et plusieurs autres. Donc, la pandémie ne nous permet que de les faire ressortir, que de les mettre en lumière et de voir à quel point il y a matière à prendre les solutions féministes qu'on répète ad nauseam, parce que je fais un clin d'œil, j'ai mis le fond d'écran du 8 mars de cette année, c'est « L'avenir est féministe » parce qu'on s'en va en élection, puis parce que les groupes de femmes ont, je le répète, ad nauseam, apporté plusieurs solutions féministes. À un moment donné, qu'est-ce qu'il faut pour que vous ne preniez pas ces revendications-là, ces solutions-là pour les mettre en place? Bref, fin de la parenthèse, je commence à m'emporter. Donc, je vais vous donner 2 petits exemples là, sur comment on a été notamment sur nos propres bases. Donc, on a fait en juin 2020 une mobilisation pour une relance féministe inclusive par rapport au mandat de priorisation régionale qui a été émis dans le cadre de la relance post-COVID. Donc, vous savez, il y avait eu le projet de loi 61 qui visait la relance économique du Québec et chacune des régions devait décider de priorités régionales là, et sans grande surprise. On a soulevé plusieurs angles morts à ce projet de loi 61. Il n'y avait pas de mesures structurantes pour les secteurs durement touchés par la crise, dont la main-d'œuvre est principalement féminine. Et ce projet de loi 61 ne prenait pas en compte les impacts du fardeau des responsabilités familiales, de proche aidance, sur les opportunités d'emploi des femmes, ni des conséquences des mesures sanitaires sur les responsabilités qu'occupent les femmes. Donc, on se rappelle aussi qu'il y avait de grandes entraves aux règles environnementales dans les processus démocratiques, par exemple. Donc, on a nommé tous ces angles morts-là, chacune des tables, dans les consultations lorsqu'elles étaient invitées quand venait le temps de prioriser régionalement. Qu'est-ce que notre région va prioriser pour participer à la relance économique du Québec? Eh bien, on a fait face à un grand manque d'écoute et on s'est ramassé avec des priorités, sans grande surprise, qui ne mettaient pas les femmes au cœur des enjeux, ni même la justice sociale. Par la suite, en 2020, on a avec le groupe des 13, qui est un regroupement féministe là, des regroupements de femmes et groupes de femmes au Québec. Donc, on a fait valoir qu'on veut une relance féministe, inclusive. Et donc, c'est quand même tous les députés, le premier ministre, Sonia Lebel, Isabelle Charest à la condition féminine, qui ont reçu nos analyses. Et encore là, on se rendait compte que le budget qu'ils ont présenté prenait pas en compte les répercussions de la crise sanitaire sur l'ensemble des femmes et qu'on avait beaucoup entendu dans les médias aussi, parce qu'il y a comme eu une espèce de petit réveil au niveau médiatique de certains bailleurs de fonds que on dirait que la pandémie affecte plus durement les femmes. Mais comment se fait-il que
au niveau du gouvernement, ça n'a pas... il n'y a pas eu d'écho. Il n'y a pas eu d'action structurante en ce sens-là. Je vois le temps qui fait la grande allure, Annie. Tu as allumé ton micro. Alors, pour ma dernière minute, en fait, je vais te dire un peu c'est quoi nos enjeux pour l'avenir, ce qui est le plus important, en tout cas rapidement, là. C'est sûr qu'il va falloir que notre mouvement, le mouvement des femmes, le mouvement de l'accord, revoie certaines de ces revendications pour améliorer les conditions de vie des femmes à la croisée d'oppression. Parce qu'on l'a dit, on a été dans la même tempête, mais on n'était certainement pas dans le même bateau. Ça il me semble qu'à un moment donné, nous autres aussi, il va falloir que les babines suivent les bottines, que les bottines suivent les babines. Voilà. Par la suite, un des grands enjeux, il va falloir continuer à demander à ce que le gouvernement applique l'analyse différenciée selon les sexes intersectionnels. Il s'est engagé en 1995 sur la scène internationale dans la conférence de Beijing à appliquer l'ADS+. Or, on se rend compte, par exemple, dans le projet de loi 61, que les bottines n'ont pas suivi les babines. Il n'y a clairement pas eu une ADS+, qui a été réalisée. Et une autre revendication qu'on met de l'avant, c'est la création d'un ministère en conditions féminines au Québec. Donc, on pense que d'avoir en soi un ministère pour la défense des droits des femmes, il y aurait plus d'actions structurantes, plus de marge de manœuvre et plus de transversalité au niveau du gouvernement. Donc, je m'arrête là. Merci et à plus tard. Merci beaucoup, Marie-André. Alors oui, j'ai un rôle ingrat, effectivement, de presser un peu tout le monde dans le temps. D'ailleurs, ça fait réagir dans le clavardage. C'est sûr qu'on est coincé dans le temps. En même temps, je pense que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est pas une fin. Hein? On ne couvre pas tout aujourd'hui. On poursuit, on continue un dialogue, on amorce de nouveaux dialogues, de nouveaux intérêts. Je pense qu'en quelque part, tant mieux si ça suscite justement suffisamment d'intérêt pour qu'on poursuive au-delà de ce qui nous réunit aujourd'hui. Je vais donc céder en dernier lieu la parole à notre troisième discutante qui est Dominique Vigneux-Parent, donc qui est agente de recherche et d'analyse au ROC Estrie et donc qui fait partie de la coalition des tables régionales d'organismes communautaires, le CETROC. Elle a été auparavant donc coordonnatrice de la TROVEP Estrie, diplômée en anthropologie. Elle œuvre dans le milieu communautaire depuis plusieurs années, nourrie entre autres par l'espoir d'un changement de paradigme vers une société plus juste. Passionnée de voyage et de découverte, Dominique a aussi réalisé différents projets de solidarité internationale et c'est elle qui conclut notre panel de discutantes. Dominique, à vous. Alors, bonjour. Moi, je suis ici pour vous parler au nom de la CETROC. La CETROC, c'est composé de 14 tables régionales d'organismes communautaires multisectoriels qu'on appelle communément dans notre milieu des TROC-ROC. Alors, on regroupe plus de 3000 organismes communautaires autonomes qui sont répartis dans l'ensemble du Québec. La CETROC représente ces organismes-là auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux, le MES, en tant qu'interlocutrice. Donc, tout d'abord, je vais vous parler de nos relations avec l'État. Pour les décrire en un mot, je dirais que nos relations ont été éprouvantes, très éprouvantes. Éprouvantes en quantité, parce qu'elles ont été beaucoup plus nombreuses qu'à l'habitude, mais aussi en qualité, parce qu'il a fallu travailler vraiment très fort avec le gouvernement pour faire des tout petits gains très minimes. On a constaté un grand manque d'écoute et un grand manque de collaboration de la part du gouvernement. On apprenait souvent les décisions qui nous concernaient dans les points de presse, ça a été dit auparavant, alors qu'on a pourtant une table de négociation avec le gouvernement. Ça aurait dû être là qu'on apprenne ces décisions-là. On a aussi constaté un grand manque de compréhension de notre réalité, de ce qu'on est, qu'est-ce qu'on est les groupes d'accord. Les exigences et toutes les consignes gouvernementales étaient souvent très irréalistes et mal adaptées à notre milieu. Que ce soit, je ne vais pas toutes les passer, mais au niveau des équipements de protection, les fameux EPI, les services de garde, on en a parlé un petit peu tantôt, la vaccination, les fonds d'urgence, le dossier des AGA, la reddition de comptes, c'est tous des dossiers qui ont été très, très lourds et sur lesquels on ne s'entendait pas du tout. On avait souvent le sentiment que nos interventions, nos demandes n'étaient pas du tout prises en compte, alors que pourtant, on est connecté direct avec ce qui se passe sur le terrain. On se serait attendu à un petit peu plus d'écoute de la part du gouvernement. Au niveau des dossiers de travail, il y en a certains qui ont été mis sur la glace avec la pandémie, alors que d'autres, le gouvernement a voulu les pousser.
Le dossier de la reconnaissance et du financement, vous vous en doutez, c'est un dossier qui a été mis sur la glace avec la pandémie. Hein? On nous promettait un plan d'action, le PAGAC, Plan d'action gouvernemental en action communautaire, depuis 2020. Bien, il n'y a rien qui a bougé dans ce sens-là durant ces 2 dernières années-là. Les sommes qui sont descendues là, pour notre milieu, ils ont toutes été descendues dans les groupes via des fonds spéciaux d'urgence et non en financement à la mission, alors que c'est pourtant ce que les groupes avaient besoin sur le terrain. Puis en plus, ces fonds-là, il y avait des exigences très lourdes administratives. Puis c'était toujours à la dernière minute qui est envoyé au groupe. Alors, ça a été tellement difficile là, pour vous dire qu'il y a beaucoup de groupes qui n'ont même pas demandé de demande à ces fonds-là, qui n'ont pas rempli les demandes. Sur les 70 millions là, qui avaient été annoncés par M. Carman, il y en a seulement 14 pour lesquels les groupes ont demandé de l'argent. C'est pour vous dire comme ça ne répondait pas aux besoins du milieu. Le gouvernement a aussi eu la bonne idée de profiter de la pandémie pour modifier les normes de gestion du programme PESA, qui finance la mission des organismes communautaires, alors qu'on était en pleine crise sanitaire. Bien, ça, ce que ça a fait, là, ça a juste fait beaucoup de confusion dans les groupes. Hein? Il a essayé de faire des travaux accélérés sans prendre en considération nos façons de fonctionner, nos processus démocratiques, puis le contexte de crise. Puis ça, sur le terrain, ce que ça a eu comme effet, ça a beaucoup alourdi la tâche des groupes, qui étaient tout mélangés dans ces consignes-là. Ils ne savaient plus ce qu'on devait faire. Donc, ça a finalement beaucoup nui à l'efficacité de la réponse des groupes en créant un stress immense pour eux, alors qu'on était dans un contexte de réorganisation qui était déjà difficile. Un des grands enjeux qu'on voit dans nos relations avec l'État concerne nos façons différentes de travailler. Valérie en a parlé un petit peu. Alors, le gouvernement a vraiment une approche très descendante qu'on appelle, nous, et centralisatrice, qui est déconnectée de la réalité terrain régionale. Les décisions sont prises en haut, puis on tente de les appliquer uniformément à la grandeur du Québec. Alors que nous, on travaille plus dans une approche ascendante. Hein? On répond aux besoins des groupes qui sont identifiés sur le terrain et non à ceux du gouvernement. C'est vraiment ça qui caractérise l'action communautaire autonome. Les organismes sont enracinés dans leur communauté, c'est pourquoi on nous reconnaît. Alors, c'est vraiment une particularité importante. Puis notre rôle, ce n'est pas d'exécuter les commandes de l'État, les commandes gouvernementales, mais de répondre aux besoins qui sont identifiés par nos populations, les populations qu'on représente. Alors, on est autonome, comme notre nom le dit, puis c'est vraiment un mot important parce que ça veut dire qu'on doit garder une distance critique par rapport à l'État, un regard critique. Ça fait partie vraiment des fondements de la COP et de pourquoi on nous reconnaît et on nous finance. Bien, durant la pandémie, on a vu qu'il y a beaucoup de... Ça a été difficile, ce rôle-là. Il y a beaucoup de nouveaux programmes dont les pratiques étaient vraiment calquées sur le milieu communautaire. Là, je vais parler de programmes comme Air ouverte ou les éclaireurs, pour ceux et celles qui savent ce dont je parle. Alors, c'est des nouveaux programmes que le gouvernement veut implanter dans toutes les régions du Québec, au lieu de financer adéquatement les groupes pour le travail qu'ils font déjà. Fait que cette façon de faire-là, nous, on trouve ça très sournois, la façon gouvernementale de faire. Puis ça entraîne vraiment un dédoublement de nos pratiques, mais avec un financement différent. Alors, en un mot, là, je dirais que nos relations avec l'État, c'est pas mal instrumentalisation au lieu de reconnaissance. Là, est-ce qu'il me reste une petite minute? Ou... Une petite dernière, oui. Une petite dernière, je vais y aller rapidement avec les enjeux. Alors, 3 enjeux importants surveillés pour nous. Bien, une réelle reconnaissance de la valeur, de l'importance de notre travail de prévention. Parce qu'on travaille vraiment dans une approche globale qui vise à s'attaquer aux causes des problèmes et non seulement à leurs effets. Puis avec des budgets en ce sens-là, bien sûr, hein, on parle d'un investissement de 460 millions de dollars à la mission globale qui sont nécessaires pour tous les organismes d'action communautaire autonome au Québec. Deuxième enjeu, au niveau des services directs à la population. C'est souvent ça qui est la porte d'entrée dans un groupe communautaire.
Mais ça va prendre beaucoup de sensibilisation à ce niveau-là pour faire comprendre à nos bailleurs de fonds que les organismes ne sont pas juste des prestataires de services, que les autres volets de nos missions sont aussi importants, sinon plus, si on recherche vraiment l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble de la population. La pandémie a fait ressortir à quel point il y avait une méconnaissance du travail réalisé par les groupes sur le terrain puis de leurs pratiques. Et finalement, un dernier enjeu à surveiller rapidement, je pense que la pandémie a démontré l'importance d'avoir une réforme majeure de notre système vers un réseau public de santé et de services sociaux qui serait fort, universel, accessible, gratuit. Puis ça, on milite pour ça, nous, depuis des années dans le milieu communautaire. 3 grands aspects à retenir pour améliorer ce réseau-là: décentraliser, démocratiser et investir davantage en prévention. Merci. Merci, Mme Vigneault-Parent. On ne pouvait espérer plus belle conclusion à l'ensemble de ces présentations. Je pense que c'était vraiment presque arrangé avec le gars la femme des vues, on va dire. Donc, merci beaucoup. Merci à tous ceux et toutes celles surtout qui ont fait les présentations. Ça va être donc le temps pour vous de réagir, de poser vos questions. On est encore très nombreux. En même temps, entre autres, Yannick l'a fait, donc je pense qu'on souhaitait vous entendre aussi réagir à ça. Voilà, ça y est. Et je vais peut-être prendre à chaque fois 2-3 questions avant d'envoyer peut-être une chance de réplique à nos présentatrices. Donc, on a déjà 2 mains, alors je vais y aller avec M. Michel Savard et ensuite René Lachapelle. M. Savard? Bonjour, Michel Savard, de Taille des groupes populaires sur la Côte-Nord. Je me demandais, est-ce que la recherche a tenu compte des impacts des luttes avant COVID, je pense au changement climatique, lutte à la pauvreté. En lisant le rapport, est-ce que je vais trouver des choses là-dessus? J'ai juste passé 2-3 petites brilles tout à l'heure, ça allait vite, là. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus? Merci pour votre question. Je vais prendre l'intervention de René Lachapelle et ensuite, donc ça va donner le temps aussi à nos deux équipes de recherche là, de prévoir la réponse. René. En fait, c'est un commentaire pour aller dans le même sens que les présentations. Moi, je pense que c'est important de prendre conscience qu'on a affaire à un réseau de santé et de services sociaux qui est extrêmement centralisé. Les effets qui ont été présentés au niveau des groupes communautaires ils ont été vécus aussi à l'interne par les organisatrices communautaires. On les a souvent retirés de leur dossier pour les mettre dans des tâches reliées à la surveillance de la santé publique, ce qui n'est pas une tâche très, très forte en termes de prévention et d'amélioration des conditions de vie. Et là-dessus, je pense qu'il y a probablement des jonctions à faire au niveau des forces pour revendiquer une décentralisation de ce système-là. Et le gouvernement n'a pas l'air d'être prêt à en jaser, mais je pense que c'est une tâche urgente. Merci, René. Donc, au niveau là, de l'Observatoire et au niveau du GIREPS, sur les luttes qui étaient là avant, donc la question qui vient d'être posée, entre autres, donc la question des changements climatiques n'est pas que, d'autres luttes aussi qui étaient menées d'avant. Donc, pour la question de M. Savard, je ne sais pas qui voudrait rebondir. Je pourrais y aller. Oui, Céline et ensuite Ophélie, puis peut-être Mylène, si vous voulez. Céline, allez-y. Vous allez être un peu déçus parce que je ne pourrais pas, quand on parle de faire, vous parlez d'un bilan des luttes avant la COVID, c'est comme quelque chose de gros. En fait, l'implication des organismes dans les luttes qui étaient en place avant la COVID, la mobilisation, toute la question de la mobilisation des luttes, dont moi, je l'ai vu, ça a été affecté, mais est-ce que dans le rapport, il y a juste à la Côte-Nord que ça s'est passé? Est-ce que dans le rapport, il y a un portrait plus... 3-4 paragraphes qui peuvent donner un peu un portrait de comment ça s'est vécu? Je vais laisser, je vois que ma collègue Julie Nicolas de l'Observatoire est là, donc je vais lui laisser répondre. Julie, peut-être vous présenter d'abord. Oui, bonjour, Julie Nicolas, donc de l'Observatoire de l'ACA. Effectivement,
ça a été mentionné dans les présentations très rapidement, mais oui, ça a été très difficile d'avancer les autres luttes pendant la crise. Ça a été documenté là, dans nos résultats. La crise a monopolisé à la fois les médias et l'attention du gouvernement, donc c'était très difficile de mettre de l'avant d'autres luttes. Mais ça a été fait. Les groupes ont vraiment travaillé, que ce soit sur la crise écologique, que ce soit sur les droits des femmes, sur la lutte à la pauvreté. Vraiment, ça a été fait, mais les retombées ont été très décevantes. Donc, c'est ça que les gens nous ont dit. C'était difficile de garder la motivation face à ça. Vous allez retrouver des paragraphes là-dessus dans notre cahier Action. Donc, si vous allez sur notre site web, dans les cahiers préliminaires, ceux qui ont été diffusés en juin, on parle de ça. Et puis, je pense qu'il y a à d'autres endroits aussi là, dans nos publications. Et notre rapport de recherche, le global, va sortir d'ici 2 ou 3 semaines. Donc, vous allez pouvoir faire une recherche par mots-clés. Vous allez pouvoir retrouver ça. Alors, ce que Julie n'a pas dit, c'est qu'elle est l'agente de recherche qui est en arrière d'une grande partie du travail colossal qui a été réalisé dans la dernière année. Oui, c'est ça. Je tenais à le souligner. Merci, Julie. Ophélie, ça va? Tout a été dit, hein, c'est ça? Bonne chance qu'on a Julie. Du côté du GIREPS, Mylène, Yannick, est-ce que... Je peux y aller peut-être brièvement sur cette question-là. Donc, juste tout d'abord, expliquer que toute notre recherche sur les conditions de travail dans le milieu communautaire, ça découle quand même de certaines réflexions qui étaient autour de la lutte pour le 15 $ de l'heure. Quand on revendiquait un salaire minimum à 15 $, puis qu'il y a beaucoup d'organismes qui ont dit, ben c'est un peu paradoxal, on lutte contre la pauvreté, puis de l'autre côté, ben, on n'est pas en mesure de pouvoir payer nos employés un salaire qu'on considérerait viable. Donc, ça s'inscrit un peu là-dedans. Mais peut-être plus pour répondre spécifiquement dans le chapitre qu'on est en train de préparer. Une des choses qu'on dit, c'est que les organismes communautaires, oui, il y a la pandémie, mais il y a aussi tous les autres mouvements sociaux qui ont pris place durant la pandémie. On pense à MeToo, on pense à Black Lives Matter. Quand on dit, bon, l'été 2020 a été un moment qui était plus calme, pour les organismes communautaires, non. C'est là qu'il y a eu beaucoup de mobilisation sociale, aussi les répercussions de tout ça. Il y a des centres... des organismes en défense de droits qui ont été submergés de demandes à ce moment-là. Donc, on doit prendre en considération, oui, la lutte, évidemment, contre la COVID, mais également toutes les répercussions sociales. Et ce qui nous laisse croire aussi que après, si on finit par avoir un après, il va quand même avoir beaucoup de travail pour les organismes communautaires par la suite. Donc, de réfléchir aussi à quel appui les organismes auront pour leur travail qui sera à effectuer par la suite. Donc, voilà. Merci, Mylène. Alors, pour le moment, je n'ai pas de main levée qui se manifeste. Je rappelle donc aussi quand même l'invitation qu'a fait Yannick là, à vous entendre sur comment vous réagissez. Je pense qu'on a beaucoup de gens justement de l'Action communautaire autonome autour de la table, ou ça peut être aussi d'autres secteurs. Donc, comment vous réagissez à tout ça. Et j'ai Julie qui a levé la main de nouveau. Donc, Julie, allez-y. Si jamais là... Je peux prendre juste une minute pour réagir à la présentation de Mylène et Yannick. C'était vraiment très intéressant et ça complète tellement ce qu'on a fait, là, évidemment. C'est comme ça que ça a été pensé. Mais j'ai analysé la semaine dernière les résultats du sondage qu'on a fait en novembre-décembre. Donc, le deuxième sondage, là, et c'est toutes les données en lien avec l'augmentation de la charge de travail, avec la charge émotionnelle et tout ça sont vraiment très, très fortes. Là, ils vont vraiment dans le sens de ce que vous nous avez présenté. Là, la situation des travailleuses sur le terrain s'est vraiment dégradée avec la crise et je vais vous envoyer les données là prochainement. Merci, Julie. Yannick, un compliment, il y avait une main levée. Oui, mais c'était peut-être juste pour continuer à réagir un petit peu sur la première question. Puis je vois dans le chat M. Joyal qui dit plus ça change, plus c'est pareil, qu'il a étudié ce qui se passait dans les années 80, puis qui dit c'est la même chose. Écoutez,
on n'a pas de prétention à faire une étude exhaustivement historique, là, mais je veux dire, on est allé fouiller ce qui se passait avant. Puis c'est ça, je veux dire, les logiques d'instrumentalisation de l'État, d'une gestion étatique qui voit d'abord et avant tout le mouvement communautaire comme un dispensateur de services à rabais. Je veux dire, j'en conviens totalement là, avec M. Joyal qu'on ne réinvente pas la roue. Par contre, je pense que la pandémie, il y a deux choses. Donc, d'une part, je pense que c'est un moment qui, c'est assez banal quand même, mais je pense qu'il faut le dire puis le redire, qui met en lumière, révèle, montre les contradictions de l'État sur ces enjeux-là. Quand François Legault parle des anges gardiens, puis que 2 semaines après, on est rendu avec des paires de bras, quand il y a des espèces de remerciements symboliques à n'en plus finir, puis qu'on arrive avec un budget au printemps 2021 où il n'y a rien de nouveau qui est annoncé. Bon, il n'y a rien de nouveau là, mais il me semble que ça le révèle beaucoup. L'autre chose, puis là, on n'en a pas parlé beaucoup aujourd'hui, puis dans le rapport qu'on a cité, qui revient sur les luttes antérieures un petit peu pour répondre à la question de M. Savard, je pense qu'à un moment donné, là, j'ai une opinion plutôt, là, à un moment donné, je veux dire, c'est la CAQ, les gouvernements sont comme ça, c'était comme ça avant, les luttes sont difficiles. Je pense que, là, du point de vue des éléments, nous, qui nous intéressent, à un moment donné, je pense que les organismes communautaires vont aussi devoir peut-être s'interroger sur leur pratique de gestion. Parce qu'à partir du moment qu'on constate que l'État ne bouge pas, peut-être une question qui peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et puis, une des choses que Mylène et moi, en tout cas, essayons un des clous qu'on essaie de taper dessus, c'est vraiment la multiplication des statuts d'emploi dans le communautaire. On estime que ça finit par être plus nuisible que l'autre chose. On comprend très bien que parfois les organismes n'ont pas trop le choix de procéder ainsi parce qu'on a du financement par projet, parce qu'on est tellement surchargé que quand on peut avoir un stagiaire ou deux, on finit par l'accepter. Puis je ne pense pas que la situation soit pareille dans tous les organismes, mais parfois on a l'impression qu'il n'y a pas de... On est toujours dans l'urgence, on ne prend pas de pas de recul, on fonce et que peut-être qu'il y aura un moment, ce serait un moment présentement, ou en tout cas quand on pourra souffler un peu, sur s'interroger sur les pratiques d'embauche, de type d'embauche, de comment on procède. Parce que dans une certaine limite, il me semble que sur ça, les organismes ont un certain contrôle. Et puis, je ne veux pas dire qu'il y a un contrôle total, là, mais un certain contrôle. Merci Yannick. Donc, ça fait réagir et il y a matière à réflexion. J'ai 3 interventions. Je vous demanderai de vous présenter peut-être d'emblée avant d'intervenir. Donc, M. Saint-Georges, pour commencer. Oui, Claude Saint-Georges, je suis du réseau communautaire en santé mentale. Ma réflexion, c'est qu'on entend de plus en plus qu'on est face à une crise du recrutement actuellement dans le milieu communautaire. C'est exacerbé, entre autres, à la fois par les mauvaises conditions de travail, mais aussi par les efforts du gouvernement de recruter par ses propres carences de personnel dans le réseau public. Souvent, le bassin de recrutement est vu chez nous. On ne voit pas que la situation est en voie de s'améliorer, au contraire. On est dans une phase où l'espace stratégique se réduit. On est à la veille du dernier budget avant les élections. Je pense que tout ce qu'on a parlé ce matin mérite d'être mis sur la place publique de façon très forte pour qu'à la fois influencer, si possible, le prochain budget, mais aussi mettre de l'avant nos propres solutions à la faveur de la campagne électorale auprès de l'ensemble des partis politiques. C'est à la fois les conditions d'exercice dans nos organismes, mais aussi toute la reconnaissance dont on a parlé aussi du communautaire, le rôle, les rapports entre l'État et nous, dont René a parlé tantôt. Alors donc, voilà, je pense qu'on a
le moment de se recentrer sur la stratégie et presse, à mon avis. Merci, M. Saint-Georges. Alors, René Lachapelle a aussi réagi dans le clavardage, là, ceux qui voudront en prendre connaissance. Moi, j'ai maintenant plusieurs mains, donc je vais passer les tours de parole. Madame Marie-André Gauthier. Oui, bien, en fait, la question que tu poses, Michel, sur les luttes avant la COVID, pour moi, inévitablement, ça me fait penser à la 5e action internationale de la Marche mondiale des femmes, qui devait avoir lieu en octobre 2020, qu'on a décidé collectivement de repousser 1 an plus tard, en octobre 2021, parce qu'on y tenait, parce que, on se rappelle, c'est le Québec qui a initié aussi ce mouvement international dans plus de 50 pays maintenant au monde. Donc, il y a une certaine reconnaissance. Ça nous amène à faire une certaine pression aussi au niveau du gouvernement. Mais ça ne s'est pas fait sans effort. Là. Après, on a changé de lieu. On a décidé de se réunir à Terrebonne sur une île. Là, finalement, il fallait avoir moins de monde sur l'île. Là, finalement, on ne pouvait pas aller à 2 autobus. Ça allait coûter trop cher de déplacement de toutes les régions vers cette île à Terrebonne. Il y a eu beaucoup, je pense qu'il y a eu beaucoup de changements de cap pour maintenir une mobilisation. Mais ça nous a permis finalement d'avoir tous des rassemblements dans chacune des régions du Québec, puis à vraiment mettre en lumière la revendication sur les femmes autochtones, à tisser des liens avec les communautés dans chacune des régions. Fait que des fois, on n'a pas suivi le calendrier qu'on faisait d'habitude, on n'a pas fait un grand rassemblement national comme on faisait d'habitude, on s'est réinventé, là, pour reprendre un terme, mais au final, on estime que ça nous a permis beaucoup plus de gains. Puis dans la rue, il y avait beaucoup de nos alliés de groupes mixtes, non mixtes qui étaient là, d'habitude, mais aussi des nouveaux liens qui se sont développés. Fait, finalement, ça a quand même été gagnant là, de traîner la mobilisation pendant 2 ans. Puis ce qu'on remarque aussi, c'est que non, descendre dans la rue, là, beaucoup de femmes ne se sentaient pas à l'aise de le faire, mais il y a eu beaucoup plus de moments possibles pour s'informer, se préparer, des conférences Zoom le matin, le midi, n'importe quand. Je sais que plusieurs événements qui habituellement se déroulent à Québec ou à Montréal, bien là, c'était accessible vraiment à tout le monde. Fait, ça, au niveau du partage des connaissances, au niveau du partage des savoirs, c'est certain que ça jouait un rôle pour comme, est-ce que nos luttes ont vraiment changé ou on a plus pris le temps, puis watch out, dans quelques mois, on va vraiment descendre dans la rue. Je pense que des fois, c'est une façon comme on voit les choses. Là. Merci, Marie-André. Donc, Michel, justement, c'est à vous de pouvoir prendre la parole et de réagir. Ben, en fait, je ne sais pas, Mme Hood, si elle avait... Je pense qu'elle n'avait pas parlé encore. Ah, effectivement, désolée, oui. Donc, si vous voulez, je vais laisser prendre la parole à Mme Hood et je reviendrai à vous, Michel. Merci. Bonjour, mais en fait, moi, ma question porte sur la première présentation. Alors, je n'ai pas de problème à ce que vous continuez cet échange-là, puis je peux intervenir après. Là. Allez-y, madame. Merci. Donc, Manon Hood, je suis de l'Institut Mallet on a justement récemment réalisé une recherche, en fait, un projet sur l'agilité des organisations philanthropiques et avec, entre autres, M. Benoît Lévesque, qui est un des fondateurs du CRISE. Et on est, en fait, l'Institut Mallet, on est un carrefour, si on veut, entre toutes les organisations philanthropiques, donc autant les organismes communautaires que les bailleurs de fonds. Et ma question porte justement sur, dans la première présentation, il a été question évidemment de la précarité financière des organisations qui a été exacerbée et que la réponse des bailleurs de fonds a été inadaptée par rapport à ça. Et ce n'est pas le son de cloche que nous, on a eu lors de nos rencontres. Alors, je ne sais pas si dans le document, il y a plus d'informations. Est-ce qu'on réfère aux bailleurs de fonds seulement l'État, seulement le gouvernement, ou on englobe là-dedans toutes sortes de bailleurs de fonds? Je peux commencer un élément de réponse. Céline, Julie, vous pourrez continuer.
En fait, non, ça ne prend pas seulement en considération les bailleurs de fonds publics. Là. Effectivement, on a aussi étudié là, toute la réponse du secteur philanthropique à la question pendant la crise. Et en fait, non, le constat est quand même assez similaire, là, même si la réponse quand même des philanthropes, je dirais, là, des fondations en général, permettait une plus grande marge de manœuvre. Il y a beaucoup de groupes qui n'ont pas eu accès à ces fonds-là. En fait, comme pour l'ensemble des fonds d'urgence, ça a répondu très peu parce que, encore une fois, c'était pour des services directs. Donc, il y a vraiment eu beaucoup d'angles morts, encore une fois. C'était très restreint dans le temps. Donc, c'est ça, là, des 3 à 6 mois, le temps que les demandes soient faites, ça a vraiment complexifié les choses. Puis encore une fois, il y a beaucoup de groupes qui n'ont pas eu accès à ces fonds-là. Encore une fois, les fonds philanthropiques ne sont pas partout sur le territoire, donc il y a aussi eu beaucoup de disparités territoriales parmi les groupes qui ont tenté d'avoir accès à ces fonds-là, notamment. Je ne sais pas si Julie et Céline voulaient ajouter aussi. Julie, allez-y. Ben, je pense qu'effectivement, les critères pour les fonds philanthropiques n'étaient pas mieux adaptés là, que pour les fonds qui venaient du gouvernement. Une des choses qu'on a beaucoup entendues aussi, c'est la sursollicitation vécue surtout par les directions d'organismes là, qui étaient vraiment tout le temps sollicitées là, par leurs différents bailleurs de fonds pour participer à toutes sortes de rencontres. C'est apprécié que les bailleurs de fonds pensent à nous, mais c'était vraiment pas le moment pendant une crise là, de tout le temps solliciter les gens. Et effectivement, il y a eu beaucoup d'incompréhension dans les critères. Certains fonds ont été donnés de façon tout à fait difficile à comprendre, arbitraire carrément. Donc oui, vous pouvez aller voir là, nos résultats dans les cahiers financement là, sur notre site. Vous allez avoir des infos aussi sur l'argent qui venait de la philanthropie. Merci Julie. Alors, je sais que Sylvain Lefebvre vient de lever la main potentiellement sur le même sujet, mais en même temps, j'ai M. Savard qui attend. Là, donc, je serais tentée de... Allez-y, Michel, si vous voulez... En fait, c'est vraiment dans la continuité de ce qu'on vient de... Premièrement, 2 choses. Sur l'événement qu'on vit aujourd'hui, mon commentaire, c'est que vraiment, c'est très instructif, formidable, un gros travail qui a été fait. Félicitations à tout le monde qui a mis la main à la pâte et aux intervenants qui sont intervenus vraiment de qualité. J'aurais pas voulu manquer ça, là, mais vraiment très intéressant. Sur la question de l'instrumentalisation, et là, on parle des autres bailleurs de fonds, est-ce qu'il y a des choses, bon, je peux penser, je ne veux pas les nommer, Centraide, par exemple, et instrumentalisation en période de COVID. Y a-t-il des trucs là-dessus qui ont sorti? Alors, pour laisser le temps aux présentatrices de réagir, je vais passer la parole à Sylvain Lefebvre. Oui, mais c'est pour donner un éclairage par rapport à la question de Manon Houd. Sylvain, oui. Tu veux te présenter d'abord? Oui, excusez-moi. Sylvain Lefebvre, je suis chercheur au CRIS, je dirige aussi le CRIS, puis je m'intéresse au rôle des fondations. Et puis, on a un projet de recherche avec la table à Montréal-Nord et avec Parole d'Exclus, où on a travaillé aussi sur ces enjeux notamment de financement. Et je pense que le moment aussi auquel on fait l'enquête pendant la pandémie peut-être fait qu'on peut avoir des réponses différentes, c'est-à-dire que dans le moment de l'urgence, dans les premiers mois, quand certains fonds d'urgence par des fondations ont été créés, des fonds collectifs, et souvent avec on va dire une marge de manœuvre plus grande que d'habitude laissée au groupe. Beaucoup de fondations ont relâché en fait les demandes de reddition de comptes, ont donné ont été plus ouverts en fait plus à ce que les groupes définissent eux-mêmes comment ils intervenaient. Et donc, si on posait les questions à ce moment-là, on avait un retour, j'allais dire, qui était souvent plus positif, disant que les fondations avaient fait un effort par rapport à ça. Là où ça devenait beaucoup plus compliqué, c'est quelques mois plus après,
où se posait beaucoup la question de quand est-ce que ça s'arrête, parce qu'on sait que c'est une espèce de parenthèse un peu où tout d'un coup les fondations relâchent les contraintes, c'est des fonds d'urgence, mais sauf que l'urgence dure longtemps, on ne sait pas quand est-ce qu'elle s'arrête, donc les gens qu'on a engagés, les programmes qu'on met en place, comment est-ce qu'on va pouvoir les pérenniser, quand est-ce que tout d'un coup la prise va être tirée sur le financement et tout ça va s'écouler, et donc il n'y a pas du tout de possibilité de se projeter. Donc voilà, ça peut faire partie aussi des réponses et de comprendre que selon les moments où on a questionné, on peut avoir des réponses très différentes. Enfin, moi, je l'ai vu en tout cas à Montréal-Nord avec mes interlocuteurs et qu'au bout d'un moment, c'était vraiment un enjeu aussi de la temporalité. Parce que les fondations elles-mêmes disent, pour la plupart, disent ça va s'arrêter là. Il y a un moment où ça s'arrête, puis on sort de l'urgence et puis... Sauf qu'on est encore aujourd'hui dans une situation très, très compliquée. Et pour les groupes, ça ajoute encore à toute l'instabilité qui a été, je trouve, très bien décrite dans les présentations d'aujourd'hui, extrêmement déstabilisante, autant sur les enjeux de ressources humaines que de capacité à se projeter, que dans ce qui fait l'autonomie même, qui est de savoir où on en est, ce qu'on peut faire, etc. Voilà. Merci, Sylvain. Alors, Ophélie, la main est élevée, mais j'ai une nouvelle main, une main neuve qui ne s'est pas encore exprimée. Donc, je prendrai la parole de Marie-Joseph pour commencer. Et ensuite, Ophélie pourrait répondre. Bonjour, Marie-Joseph Pigeon, je suis du CEP, le Service d'entraide passerelle. On est un organisme qui couvre la région de Montréal pour les femmes qui vivent une rupture de couple. Pour répondre un petit peu plus vraiment concrètement à la question de Maude, nous, on avait d'abord, on est financé à la mission globale par le ministère de la Famille. Puis quand on nous a présenté leur fonds d'urgence, c'était vraiment compliqué, très dans le temps, c'était vraiment comme contraignant, puis ça ne répondait pas aux besoins. Et surtout, l'argent ne pouvait pas être utilisé pour, par exemple, offrir des tablettes ou des ordinateurs, des portables à nos participantes, alors que la seule façon de rejoindre les gens, c'était par téléphone ou par Zoom. Puis, on ne pouvait pas faire ça. On pouvait acheter, nous, des ordinateurs, mais pas les passer aux participantes. C'était très, très contraignant. Centraide, on a été coupé, on a perdu complètement notre financement de Centraide du Grand Montréal en 2015 sous prétexte que l'égalité est atteinte et on n'a plus besoin de nous autres. Ça fait qu'il n'était pas question qu'on fasse une demande là. La Ville de Montréal avait des projets, mais c'était souvent par quartier, puis on est un organisme régional. Alors, ça ne convenait pas très, très bien. Finalement, on a eu un vraiment bon projet structurant, soutenu par la Caisse d'économie solidaire des Jardins et ultérieurement par la Fondation Mécano. Ce sont des projets vraiment structurants qui sont encore en cours. On a eu vraiment, ça a été long de présenter le projet parce que c'était vraiment quelque chose d'important, mais cet argent-là va nous servir vraiment à quelque chose d'intéressant pour l'organisme, autant que pour les participantes et en fait pour tout le Québec parce que ça va être quelque chose qui va être diffusé partout au Québec bientôt. Si ça répond à la question de qu'est-ce qui est le problème dans les fonds d'urgence, le seul fonds d'urgence qui a été vraiment utile pour nous, ça a été celui de la Caisse populaire des Jardins, mais c'est la Caisse, il faut être membre de la Caisse d'économie solidaire spécifiquement pour y avoir accès. Ça fait que c'était ça la difficulté pour les autres groupes, finalement. Merci, Marie-Joseph, de ce témoignage. Donc, je prendrai maintenant les réponses d'Ophélie et de Mylène à ce qui a été soulevé. Mais je vous invite encore une fois là, à suivre dans le clavardage aussi, s'il passe des questions intéressantes. Et peut-être pour l'Observatoire, justement, je pense qu'il y a eu dans une présentation faite ce matin aussi la question du communautaire qui aurait obtenu une plus grande publicité durant la pandémie. Et donc, on se demande comment, si jamais quelqu'un peut glisser la précision. Mais voilà, je vais y aller avec Ophélie et ensuite Mylène et ensuite Céline.
Bon, mais j'essaye, moi, de clarifier peut-être un petit peu mon propos par rapport au fonds d'urgence philanthropique, puis j'essaye aussi de répondre à la question là, sur la publicité, entre guillemets, qu'aurait obtenu les groupes. Là, je vais parler avec mon chapeau de TNCDC. En fait, on collabore aussi avec le collectif des fondations là, qui luttent contre la pauvreté. On avait fait un portrait un peu de la situation sur les fonds d'urgence en milieu de crise. Puis, si effectivement, on constatait quand même que le milieu philanthropique avait été un petit peu, je dirais, plus proactif, là, parce que effectivement, il y avait eu du déploiement un peu plus rapide des fonds d'urgence par rapport, mettons, à une réponse gouvernementale qui a extrêmement tardé. Il y avait une plus grande flexibilité, puis peut-être des délais un peu plus courts là, qui restaient quand même un défi. En fait, un des éléments, en fait, plusieurs éléments, ce qu'on a constaté pour les fonds philanthropiques, c'est qu'il y avait un enjeu au niveau des numéros de charité, par exemple, en termes d'admissibilité pour certains groupes communautaires. Il y avait aussi la question de l'objectivité, en fait, d'analyse des demandes. On se questionnait réellement comment les décisions étaient prises quand on avait un refus ou pas. Et puis, un des constats aussi qu'on faisait, parce que là, on est au niveau national pour nous, peu d'accès, en fait, au regroupement, encore une fois, à des actions collectives. Donc, par la suite. Peut-être encore une fois, là, pour répondre peut-être à la question de M. Joyal sur la question de la publicité, c'est peut-être un grand mot là, qu'on a utilisé, mais je crois que la crise a visibilisé en quelque sorte quand même l'action des groupes communautaires. Il y a certains citoyens qui ont réalisé qu'il y avait des organismes communautaires sur leur territoire. On l'a vu notamment aussi en regard des partenariats, notamment pendant le déploiement des cellules de crise. Nous, le témoignage que les groupes nous faisaient, les CDC, les corporations de développement communautaire, siégeaient souvent sur les cellules de crise, puis vraiment, il y avait une écoute qui n'était pas là avant. Parce que là, les élus, notamment, pour ne nommer qu'eux, mais ils ont compris qu'on était connectés, ils ont compris qu'il y avait des éléments de réponse qu'eux ne possédaient pas, mais que les groupes communautaires, eux, possédaient. Parce qu'eux, ils les avaient déjà vus, là, les angles morts, les trous dans les mailles du filet. Là. Donc, il est plus à l'écoute, plus de reconnaissance, mais encore une fois, comme on le disait, ça s'est souvent traduit par parfois une instrumentalisation parce que là, mais là, on ne peut pas laisser personne mourir de faim, là, comme Yannick avait nommé l'exemple. C'est un peu l'exemple criant là, qui s'est déployé là, pour venir en aide là, à combler en tout cas l'insécurité alimentaire de certaines parties de la population. Et c'est dans ce contexte-là qu'on peut dire qu'il y a eu une plus grande visibilisation de l'action communautaire. C'est une partie de la réponse. Là, je laisse aussi mes collègues enrichir Célia. Merci, Ophélie. Par ailleurs, il y a eu aussi de l'invisibilisation. On en a parlé dans les présentations. Là, ça ne va pas que dans un sens. Il faut nuancer. Mylène, allez-y. Oui, moi, je vais faire un petit pas de recul là, pour revenir sur la question de M. Saint-Georges, je crois. Ça va faire un lien également là, avec la question dans la conversation de Caroline Duchesne. La question du recrutement puis la rétention du personnel, je pense que ça vient, en tout cas, on en entend parler de plus en plus. On a vu des organismes également utiliser là, la pénurie de personnel pour finalement des fois remplacer des intervenants par des agents de sécurité. Tu sais, il y a plein de choses qui sont arrivées dernièrement. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on doit réfléchir. Puis nous, bien évidemment, comme on se pose la question sur les conditions de travail, ben, on s'est posé la question. Dans la première recherche qu'on a faite en 2020, oui, il y avait toute la précarité des conditions de travail, puis le fait que les travailleurs et travailleuses ne pouvaient pas se projeter à long terme dans le communautaire en raison de la précarité, notamment salariale. Il y avait ça. Mais de l'autre côté, il y avait aussi tous les travailleurs qui nous disaient que travailler dans le communautaire, c'était vraiment ce qui les animait, puis c'est là qu'ils avaient envie de continuer à travailler. Donc, il n'y avait pas une aspiration à aller travailler, par exemple, dans le réseau public, mais vraiment, c'était les valeurs et l'approche du communautaire qui venaient là, les ancrer dans les organismes où ils étaient. Donc, ça, c'était quelque chose à, je crois, ne pas perdre de vue. Puis peut-être que dans la pandémie, avec tout ce qui est arrivé, il y a eu effectivement des fois des glissements où il y a des travailleurs qui nous ont dit ce que je fais, c'est exactement la même chose que les gens du réseau public sont en train de faire sur le terrain. Mais moi, je suis payée la moitié de ce que l'autre personne est payée. Je n'ai pas accès aux avantages sociaux. Donc ça, quand les gens se mettent à faire la même chose, des fois, ça leur fait perdre un peu le sens. Donc, il y a eu ça, cette perte de sens. Donc, on peut se poser la question sur l'approche, les pratiques du communautaire, qu'est-ce que la pandémie a pu faire, puis comment ça a pu faire dévier également.
Mais aussi, quand on regardait, il y avait, dans les choses qui gardaient les gens dans le communautaire, il y avait l'autonomie de leur pratique, le sens qu'ils retiraient de leur travail et la flexibilité. Et dans notre première recherche qu'on a faite, la flexibilité au niveau de l'horaire, et dans la première recherche qu'on a faite, on avait nommé notamment certaines dérives possibles par rapport à ça. Fait que je vais la laisser tantôt dans la conversation. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Mais on peut se poser la question aussi, parce qu'il y a l'effet inverse. Il y a les gens qui sont dans le réseau public. Tantôt, M. Lachapelle le nommait. Il y a beaucoup de gens qui sont amenés à faire d'autres tâches qui aussi peuvent peut-être avoir une perte de sens. Donc, est-ce que ces gens-là ne pourraient pas avoir envie aussi des fois de venir travailler dans le communautaire? Donc, il y a ça qu'on peut se poser la question. Oui, il y a le réseau qui fait beaucoup de stratégies pour attirer les travailleurs du communautaire. Tu sais, des fois, il y a des gens, puis je voyais dernièrement, là, il y a un mouvement, un collectif de travailleurs qui, je pense que nous sommes le premier lien, là, qui nommait qu'on ne veut pas être le club école du réseau public. Donc, des fois, il y a cette tension-là qui amène ça, mais on pourrait se poser la question s'il n'y a pas des choses que le communautaire pourrait faire pour attirer aussi. Puis tantôt, Yannick l'a parlé, fait que je ne le renommerai pas, là, mais la multiplication des statuts d'emploi, moi, Yannick, c'est pas mal ce qu'on a l'impression là, ça pourrait être une voie, puis c'est quelque chose sur lequel les organismes peuvent avoir un certain poids, un certain pouvoir. Donc, voilà. Merci, Mylène. Céline? Oui. Je voulais juste apporter un petit complément d'information sur les fonds d'urgence. Je n'ai pas eu le temps de le mentionner tantôt dans la présentation, là, ça a été un peu trop vite. Je voulais mentionner qu'il y a quand même eu des expériences qui nous démontrent qu'il y aurait vraiment moyen d'améliorer. Je parle surtout là, du côté gouvernemental. On a en loisirs, par exemple, je pense avec les organismes nationaux de loisirs, et là, si Sonia Vaillancourt est là, elle pourra elle est là. confirmer. Elle est là, hein? Il me semble que je l'avais vu. Le fonds d'urgence a été géré à même le programme de soutien à la mission qui était déjà là. Donc, pas d'ajout de reddition de compte, quelque chose qui est vraiment très simplifié. Tu le mets avec et on part avec ça. Donc, ça, parce que ça, c'est un des éléments qui est revenu souvent, là, la multiplication des redditions de compte avec le fonds d'urgence qui font que pendant ce temps-là, les organismes ne font pas le travail qu'ils doivent faire parce qu'ils sont pris à remplir en plus des formulaires apparemment, moi je ne les ai pas vus, là, mais qui étaient vraiment encore plus longs que ce qui était avant. Là. Donc, quelque chose à simplifier là, dans ce cas-là, puis on le sait, là, ça ne sera pas la dernière crise. Merci Céline. Alors, la fin est toute proche pour nous. Ophélie? Oui, j'essaie peut-être de répondre. La fin, mais pas tout à fait. Non, je ne me permettrai pas de garder le mot de la fin, mais j'essaie peut-être de répondre à la question par rapport là, à certaines mesures qui viendraient à l'encontre des valeurs véhiculées dans le communautaire. C'est clair que certains groupes ont réellement vécu là, ce que Mylène tout à l'heure disait, mais une dissonance cognitive entre effectivement des valeurs plus collectives, de lutte sociale et une individualisation, là, parfois là, une personnalisation même de certaines situations qui viennent vraiment contrôler, punir, etc. Et encore une fois, marginaliser encore davantage des gens. Là, on le voit juste avec l'actualité, malheureusement. Là. Donc, les groupes, quand même, on l'a dit dans notre présentation, c'est sûr que les actions politiques ont diminué, mais elles n'ont pas disparu pour autant. Donc, vraiment, les groupes en défense collective des droits sont vraiment mobilisés pendant la crise là, pour faire émerger justement ces angles morts-là pour une partie de la population qui est la plus marginalisée. Donc, puis gardons à l'esprit aussi que au sein même des équipes, cette dissonance-là était particulière. Les mesures ont été vécues différemment là, d'une personne à l'autre, soit aussi qu'elles soient été confrontées directement à aller sur le terrain. Donc, elle avait peur aussi pour sa santé. Donc, vraiment vécues différemment d'une personne à l'autre au sein des organismes. Mais aussi, effectivement, c'est cet enjeu-là de dire qui va défendre les droits et les valeurs du communautaire, mais aussi les droits des personnes les plus vulnérables. Donc, il y a eu des actions, on en a cité quelques-unes.
Voilà, c'est ce que je voulais peut-être clarifier là, pour un élément de réponse. Donc, mais effectivement, la crise fait en sorte que l'espace pour réfléchir, la prise, le recul, il est plus difficile dans un contexte de crise où on répond à l'urgence du moment. On a un petit peu plus de difficulté à se projeter, à prendre du recul pour réfléchir à des actions plus structurantes, mais quand même, il y en a eu. Toutes les mobilisations pour le logement, pour les personnes en contexte d'itinérance, pour les femmes victimes de violences conjugales aussi, là, avec le confinement, tout ça, le couvre-feu. Donc, il y a quand même eu des mobilisations, mais effectivement, elles étaient quand même un peu plus restreintes. Je ne sais pas si ça pouvait avoir un élément de réponse. J'arrête là. Merci, Ophélie. Alors, pour celles et ceux qui auraient encore faim, qui voudraient en entendre ou en apprendre plus, ça tombe bien parce qu'encore une fois, je vous renvoie donc au site de l'Observatoire de l'action communautaire autonome. Il y a là de quoi vous occuper quelques soirées de lecture assurément et un rapport de recherche, le tout chaud bientôt, qui va sortir. Il y a aussi donc le site évidemment du GIREPS où là, vous avez aussi de la lecture, des rapports de recherche, de quoi vous mettre sous la dent. Il y a eu plusieurs choses qui ont été mises aussi dans le clavardage. Donc, j'attire votre attention, entre autres, sur un web documentaire qui a été produit par le regroupement des organismes communautaires des Laurentides, entre autres, qui apparemment est très, très intéressant. Donc là aussi, vous pouvez aller vous régaler, si je me permets. Il y a évidemment sur le site du CRIS où vous pourrez suivre, vous pourrez revoir en fait ce webinaire si jamais vous en avez manqué des bouts ou si vous voulez revoir des informations. Évidemment, vous pouvez suivre aussi l'actualité du CRIS. On a donc, entre autres, une conférence de Maude Simonet qui est disponible parmi les vidéos qui sont sur le site du CRIS, là, qui est sur le travail gratuit, la gratuitisation dont nous avons parlé. Et aussi, en fait, ce qui est passé dans le clavardage avec la discussion avec René Lachapelle, c'est bien sûr la grande campagne « Engagez-vous », entre autres pilotée par donc, le RQACA. Là, je pense que ça non plus, il ne faut pas passer ça sous silence. Avec ce qu'on a entendu aujourd'hui, je pense qu'effectivement, de faire front commun est plus que jamais nécessaire. Donc, c'est un des vecteurs pour le faire. Et donc, sur ce, il me reste donc à remercier très, très chaleureusement, particulièrement en cette journée de neige, nos présentatrices et notre présentateur. Donc, merci d'avoir été là. Merci de nous avoir livré tout ce contenu si riche. Merci aussi à vous toutes et tous d'avoir été présents. Et donc, on vous souhaite une bonne fin, une bonne suite de journée. Et ce sera au plaisir de se revoir, bien sûr, sur un écran pour le moment près de chez nous. Donc, à toutes et tous, merci beaucoup encore. Au revoir. Merci beaucoup à tous et toutes. Merci. Merci à Annie pour l'animation. Avec plaisir. Un grand merci, Annie.